Cet après-midi, on commence avec un speed meeting. C'est un terme bien à la mode. Ça veut dire qu'il y a de la vitesse, il faut se rencontrer vite. Il faut discuter vite aussi, si je traduis littéralement ce que ça veut dire. Alors, ce qu'on a voulu faire pour commencer l'atelier, pour rendre ça plus dynamique, c'est de vous distribuer par table avec différentes entreprises que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, pour discuter sur l'économie de carburant. Donc, vous avez une feuille par table, toutes les tables numérotées. Ceux qui ne sont pas numérotés, voulez-vous vous joindre à ceux qui sont numérotés, s'il vous plaît? Quand il y a de l'espace, ceux qui ne sont pas des tables numérotées, veuillez vous trouver des endroits dans la salle. Alors, vous avez des questions sur cette feuille auxquelles on aimerait que vous puissiez prendre du temps, 15 minutes maximum, discuter entre vous des moyens que vous avez. On va regarder les 3 questions. Les moyens que vous avez mis en place pour mesurer la consommation de carburant dans vos machines. Vous avez compris la question? Donc, première question, les moyens que vous avez mis en place pour mesurer la consommation de carburant dans vos machines. La deuxième, que faites-vous actuellement pour diminuer votre consommation? Vous avez déjà des moyens de mis en place. Alors, partagez ça avec les autres. Puis, vous pouvez les écrire sur la feuille, comme vous pouvez tout simplement vous inspirer des questions pour discuter. Ce n'est pas nécessaire, je ne ramasse pas les feuilles pour voir vos réponses. OK? Alors, je vous laisse discuter une dizaine de minutes là-dessus. Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour mesurer la consommation de carburant de vos machines? Pour mesurer la consommation? On fait de la place. C'est bien facile. Le limiteur fontaine, on sait combien ça consomme. Oui, tant de litres au mètre cube ou tant de litres par heure. Savez-vous ça? C'est un autre dépense, 27 litres par heure. Comment tu fais pour savoir? Tu fais ton achat versus le nombre d'heures? Tu sais que je mets le matin, le soir. Les heures d'opération. Pas ton abatteuse. Ton abatteuse de voie longue. Une 6,93. Une 6,93, c'est beau. On a des miteurs, on travaille 5 heures, après ça on trinque avec on a des miteurs, des pompes. Comme dans le temps, vous toilez vos machines. Mon père faisait ça dans le temps. Voilà, c'est grappin. Donc, 12 heures, ça refait mais les toiles pas, le matériel de la huile, tu peux juste remettre les toiles à l'intérieur, ça part de tout à l'heure. On le travaille. On le travaille. Les machines, tout le métal, ça reste plus chaud avec la peine différente pour partir le métal. C'est pas le choix que ça passe. De toute façon, ça devait être 3 jours qu'on n'a pas de moins 40. Je pense que le plus frais qu'on a pris, c'est moins 32. Ouais, souvent, on était content. Mais t'es au nord? T'es où? Là-dessus. Ah, là-dessus. Fait que finalement, au bout de la ligne, ça m'a coûté le même prix, 25 000. La consommation, un petit peu plus d'acheter, de performance un petit peu meilleure, sauf que la consommation, Le cerveau est plus réactif. Là, on a une, l'autre, la Saint-Martin, il y en a, c'est le pouvoir. D'après moi, il n'y a pas de seul à sauver par rapport à mon cerveau. mais au bout de la ligne, ça m'a coûté 25 000 quand même de mettre dessus. C'est une erreur, ouais, c'est ça. Même les mécaniciens, quand je change avec les mécaniciens, non, c'est Normalement, c'est 50 euros. L'entretien préventif. Performance dans la machine. Quand la machine ne marche pas bien, il faut Les autres ont vu dans les machines ont vu dans 11 2 tout à l'heure. Les videurs sont bizarres en dessous jusqu'à 15 L'entretien préventif. non, on a au moins. Oui, il y a quelques fous aussi.
Il n'y en a pas gros qui nous regardent, là, mais c'est une cinquantaine de différents. On a fait des tests, là, puis il y a des sortes de diesel, là. C'est tu mets 1 litre à l'heure de différence avec un moteur. Ah oui? Oui, mais c'est parce que ça, je comprends pas parce que je fais l'avocat du diable, mais c'est parce que la raffinerie, ils viennent, ça vient de Lévis, ça. C'est remuable. Il n'y en a pas bien, mais c'est quoi? C'est parce qu'il y a des détaillants qui mettent plus de produits tunnels pour d'additifs. Parce qu'en soi, le brut, il doit être identique. C'est sûr que j'ai de la misère. Et chaque fois que je dis que vous Ils doivent ce que je veux mettre dire, plus c'est qu'il doit y avoir un additif de quoi? Maintenant, on va laisser la parole à quelqu'un de chez FP Innovation. Son nom, c'est Vincent Roy, qui est chercheur, qui était chercheur au niveau du programme Opération forestière chez FP Innovation. Maintenant, il est toujours chez FP Innovation, mais il est transféré au niveau du programme Transport et énergie, autant sur la route que hors route. OK, alors Vincent va nous entretenir de l'économie de carburant dans les opérations forestières, entre autres d'un guide qu'on vient de sortir, qui est une 2e édition d'un guide qui existait déjà, mais qui a été amélioré. Alors, on va vous parler, entre autres, du contenu de ce guide-là. Mais vous avez déjà des idées qui ont sorti autour de votre table. Alors, moi, je vais vous questionner pour savoir, dans ce que Vincent vous apporte, y a-t-il des choses qui ne sont pas là, que vous autres avez mis en place, puis qu'on n'a pas mentionné? Ça se peut, ça. Parce que ce qu'on veut faire au courant de la prochaine année, c'est de continuer à faire de la recherche dans le domaine de l'économie de carburant dans les opérations forestières. On recherche d'ailleurs des chantiers où on pourrait établir un site expérimental puis regarder différentes méthodes de travail qui auraient pour but de diminuer la consommation de carburant. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de participer à la recherche, on a eu du financement dernièrement pour poursuivre dans cette voie-là. Alors, vous levez la main, vous venez nous voir à notre stand, Partenariat Innovation Forêt. On prend en note votre nom et le petit guide dont je vous parle aussi, montre-les donc, Vincent. Ce guide-là, on en a, c'est gratuit, puis on peut vous en remettre aussi si vous venez au stand. Si vous en avez besoin de plusieurs copies, on vous en enverra par la poste s'il faut. Alors, gênez-vous pas. Alors, Vincent, vas-y. Donc, comme Guita a mentionné, il y en a peut-être d'entre vous qui m'ont déjà vu. Moi, j'en ai déjà vu plusieurs. J'ai travaillé sur les programmes d'implantation des coupes partielles en forêt résineuse. Je suis allé faire des essais dans à peu près tous les camps forestiers au Québec, fait que je me suis promené un peu partout. Aujourd'hui, Guita m'avait demandé de parler un peu d'économie de carburant dans les opérations forestières. Comme elle a mentionné, le guide qu'on a fait ici, c'est une nouvelle édition. Je vais en parler un peu dans ma présentation aujourd'hui. En fait, c'est comme un regroupement des bonnes pratiques ou un peu des trucs qui ont rapport au gros bon sens, comment gérer ces opérations pour essayer de sauver du carburant. Mais ce qu'on s'est rendu compte, après qu'on ait travaillé sur le guide, c'est que les données par rapport au carburant, quand on se promène et qu'on discute avec des entrepreneurs en forêt, c'est que certains d'entre vous connaissez précisément votre consommation de carburant, puis il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas nécessairement ou ils la connaissent de façon générale. Vous savez à peu près comment vos machines peuvent consommer par jour ou par semaine ou par mois. Mais quand on veut parler d'économie de carburant, des fois, il faut aller fouiller un petit peu plus en détail, puis c'est ce que je vais essayer de vous parler un peu aujourd'hui. Si tu permets, Vincent, je vais juste poser une question à la salle. Qui est en mesure de dire combien consomme de carburant? De façon précise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, peut-être une quinzaine là, sur... Donc, je vais vous parler un peu du guide de l'économie de carburant. Je vais vous parler aussi ce qu'on appelle le FP Fuel, là, FP pour FP Innovation. C'est un compteur de carburant électronique qu'on a développé. C'est la nouvelle version. Puis aussi, je vais vous parler des essais de consommation de carburant qu'on a fait. On s'est penché sur les ECM, des moteurs on a travaillé sur les porteurs forestiers puis aussi des grapples pour essayer de comparer justement la consommation de carburant qui est donnée par les ordinateurs de bord qu'il y a directement dans les machines. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait un peu plus tard. Donc, le guide sur l'économie de carburant, comme je l'ai mentionné, c'est de l'information générale, c'est un peu de la sensibilisation aux bonnes pratiques. On parle des facteurs qui influencent la consommation, comment améliorer le rendement énergétique, comment favoriser l'économie de carburant. On a rajouté aussi dans la 2e version un paragraphe sur le biodiesel. On a fait des essais, on a fait rouler des machines au biodiesel. On a des concentrations de 2 % en forêt. Fait qu'on a un petit paragraphe qui parle des avantages et des inconvénients d'utiliser du biodiesel. En fait, c'est un guide pratique. Ceux qui n'ont jamais nécessairement pensé à la consommation de carburant, ça peut être une porte d'entrée. Pourquoi on ne parlait pas beaucoup de consommation de carburant dans les opérations forestières? Si on regarde, par exemple, au niveau du transport,
Pour un camion forestier, ben, les coûts d'exploitation d'un camion, 50% et plus, c'est des coûts reliés au carburant. Ça l'était moins pour une machine forestière, mais depuis quelques années, on sait qu'il n'y a pas si longtemps, on payait le litre de fuel peut-être 40 cents. Là, il est monté en haut d'une pièce. Puis on sait que ce qui nous attend au bout de la ligne, ce ne sera pas une baisse du prix du pétrole, mais il va toujours augmenter. Fait que ça va être une composante de notre coût d'opération encore plus importante. Fait que c'est pour ça qu'il faut commencer à la prendre en considération. Donc, là, ça, c'est toutes des choses qu'on retrouve dans le guide, un peu les 10 trucs pour atteindre l'efficacité énergétique. Ça va être. Oui. Il y a des manufacturiers présentement qui font des machines qui sont hybrides, un peu sur le même principe qu'un automobile. Puis je voudrais savoir s'il y a eu des tests qui ont été effectués là-dessus. On devrait en faire cette année. Je sais que justement, à 4, ils font un boule, c'est le D7E, si je ne me trompe pas, qui a des composantes justement hybrides. Je pense qu'il y a un rouage d'entraînement, c'est un moteur électrique. Ben, ça, tu vois, cette année, on devrait être capable de le comparer. Le côté travail, productivité puis consommation d'énergie par rapport à un boule régulier. Là, parce que ça fait peut-être 4 ans où je pense que c'était peut-être une preuve de concept. Là, puis en 2007, on a commencé à en voir. Il y avait des pelles. Je pense que c'était Hyundai qui ont fait la première pelle hybride. Ça, c'est des choses qu'on va travailler parce qu'ils commencent à avoir une demande. Comme je disais, la première version du guide, on l'a faite il y a 4 ans. Puis c'était comme les bonnes pratiques, mais on n'avait pas beaucoup de demandes pour aller en forêt puis faire des essais par rapport au carburant. Mais là, avec le 1,50 le litre, on commence à avoir de plus en plus de questions des entrepreneurs puis des compagnies forestières. Parce que, comme je disais, au bout de la ligne, quand tu fais les comptes, là, tu te rends compte que le fuel, ça coûte pas mal plus cher que ça coûtait avant. Donc, je continue avec ça pour atteindre l'efficacité énergétique. Maximiser la productivité des équipements. Ça, c'est pas un secret pour personne. Si on est capable de tirer le meilleur de ces machines, on va être capable d'avoir des meilleurs coûts. Ça veut dire implanter les meilleures techniques de travail. Pierre-Serge en parlait tantôt avec ce qu'il appelait le savoir-faire. La plupart d'entre vous avaient de l'expérience, c'est d'adapter cette expérience-là pour être capable de travailler le mieux possible. Entraîner vos opérateurs sur les bonnes pratiques. Engager des gens formés d'une école reconnue. On sait qu'un opérateur de machinerie, souvent la meilleure école, c'est l'expérience, mais si vous êtes capable de prendre des gens qui ont déjà une formation de base, bien souvent, l'apprentissage va se faire beaucoup plus rapidement. Aussi, limiter les pertes de temps. Il y a plein de façons de limiter les pertes de temps, je vais en parler un peu plus tard. L'autre chose qu'on entend parler quand on parle de maximiser la productivité des équipements, c'est réduire l'intensité énergétique. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent c'est quoi l'intensité énergétique. Vite comme ça. Souvent, quand on parle de consommation, on parle de litres à l'heure ou comme une voiture de litres par 100 km. L'intensité énergétique, c'est un indice qui donne la consommation en litres par mètre cube. Par exemple, pour une bûcheuse ou un porteur, le travail que vous faites, c'est soit couper du bois ou ramener le bois au bord du chemin, c'est ramener du volume, mais c'est quel volume de carburant vous utilisez en litres pour produire une unité, dans votre cas, c'est le mètre cube. Donc, pour maximiser l'intensité énergétique, ce qu'on peut faire, c'est faire plus avec la même quantité. Ça veut dire à peu près brûler le même nombre de litres, mais être capable de produire plus de mètres cubes. Ça, on peut le faire en changeant un peu nos techniques de travail ou on peut, encore une fois, améliorer nos techniques de travail, consommer un peu moins de carburant puis garder la même productivité. Ça veut dire qu'en bout de ligne, notre consommation énergétique va être beaucoup moins. Donc, c'est une façon différente de regarder la vision globale, si vous voulez, de l'opération. Pas nécessairement juste de parler en litres à l'heure parce que tu pourrais avoir une machine qui, en termes de litres à l'heure, ne consommerait pas nécessairement beaucoup, mais si tu n'as pas une grosse production de volume au bout de la ligne, bien, ton intensité énergétique va être très, très élevée. Tu vas peut-être avoir, comme ici, j'ai un graphique qui montre, c'est la variation de l'intensité énergétique en moyenne. Comme ici, si on prend, c'est une multifonctionnelle surchenée, l'intensité énergétique en litres par mètre cube peut varier d'à peu près 1,8 aller jusqu'à 5 litres de consommés pour produire 1 mètre cube. Donc, il y a une très, très grande variation. Ce qu'il faut garder en tête quand on parle d'intensité énergétique, c'est la bonne machine pour faire le bon travail. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir le plus gros moteur, mettons, je vais exagérer, mais mettons 800 forces ou 900 forces, ça ne sert à rien. On a besoin d'avoir vraiment la machine qui va être adaptée au travail qu'on va faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la consommation de carburant, 60% de la consommation vient du design des engins, là, des moteurs. Ça veut dire que 60% de la consommation, on ne peut pas nécessairement la changer. C'est le moteur qui est fait de cette façon-là. Tu as 20% que c'est sur la technologie du moteur. Ça veut dire les nouvelles technologies qui vont englober, comme l'injection, des trucs comme ça. L'autre 20%, c'est les méthodes de travail. Fait que c'est surtout là-dessus qu'on est capable de travailler pour aller réduire l'intensité énergétique.
Autre chose bien importante, c'est promouvoir une culture d'efficacité énergétique au sein de votre entreprise. C'est un grand mot, mais on parle d'entreprise, on parle au niveau de l'entrepreneur, c'est jaser entre vous autres, tu sais, comment ta machine elle consomme, comment tu as consommé sur ton chiffre. Avant de pouvoir faire ça, c'est important de savoir comment nos machines consomment, comme Guita vous parlait tantôt. Ceux tantôt qui nous ont répondu, qui connaissaient la consommation de leur machine, c'était quoi l'unité de mesure que vous serviez? Litres à l'heure? Parce que des fois, je jasais avec du monde qui connaissent le litre par jour ou le litre par semaine. Ça vaut la peine d'aller chercher la consommation en litres à l'heure. Vous allez la chercher comment pour le fun? Un compteur de carburant ou c'est l'ordinateur? Ouais, ce qu'il disait, c'est qu'il allait chercher sa consommation à l'heure avec l'ordinateur. Ça, je vais vous en parler un peu plus tard, mais c'est important de connaître sa consommation parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on connaît sa consommation, on peut se comparer. Puis on a fait des essais où est-ce que 2 machines identiques avec 2 opérateurs différents dans les mêmes conditions de travail, dans un même bloc de coupe, avaient des variations de consommation de 10 entre les 2 machines. C'est les mêmes machines. Donc le problème, c'est quoi? Le réglage n'est peut-être pas nécessairement pareil ou c'est les pratiques d'opération qui sont très différentes. Mais une économie de 10 de carburant, ça peut quand même aller chercher facilement. Mais pour ça, il faut la connaître. Parce qu'ici, quand on parle de sauver du carburant, ce n'est pas nécessairement de faire du fine-tuning puis d'aller évaluer chacune des méthodes d'opération pour être capable de sauver 1 C'est vraiment d'aller chercher ce qui est facile à atteindre. Comme dans ce cas-là, on a regardé 2 opérateurs différents, la même machine, la même année, les 2 étaient flambant neufs, puis il y avait une différence de consommation de 10 entre les 2 machines. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête parce que des exemples comme ça, j'en ai plein d'autres aussi. Ici, je vais juste vous donner un exemple basé sur les chiffres qu'on a, là. Ici, on a un système, c'est 2 systèmes de bois court. On a une multi sur chaînée et une multi sur roue. Ici, c'est la consommation qu'on a observée en moyenne, là, entre 14 et 25 litres à l'heure. Un porteur, c'est entre 10 et 16 litres à l'heure. Fait qu'on peut avoir une variation de 24 à 41 litres à l'heure ou, si on prend un abatteur sur roue, qui normalement vont consommer un peu moins de carburant, entre 18 et 34 litres à l'heure. Ce qui fait que pour un système de bois court comme lui, on va consommer entre 42 et 75 litres à l'heure. Vous allez demander c'est où que je m'en viens avec ça. Si on fait un petit calcul rapide, juste pour mettre des chiffres, on prend 75 litres à l'heure qui était l'extrême que je vous montrais tantôt. Si on calcule le carburant à 1,50 le litre, ça nous revient à peu près à 112,50 $ que ça nous coûte d'opérer nos machines, juste en termes de carburant que je parle. Je n'inclus pas les autres coûts d'opération. Si on calcule qu'on fait à peu près 4 000 heures productives par année, ça aussi c'est hypothétique, ça nous coûte 450 000 $ par année en fuel. Ici, j'ai mis 800 tonnes de CO2 parce que c'est quelque chose qui est trendy. On entend de plus en plus parler des gaz à effet de serre, des tonnes équivalentes. C'était juste pour vous montrer. Si on parle qu'on est capable de réduire la consommation de carburant de 10 comme je vous parlais tantôt, juste comparer des machines ou juste faire le premier step de savoir à l'heure combien consomme chaque machine. Si on réduit la consommation de 10 de notre système, on tombe à 67,5 litres à l'heure, encore le même prix. Au bout de la ligne, ça nous coûte 405 000 $ par année de fuel, ce qui représente une économie de 45 000 $. Puis ça, c'est juste un exemple que j'ai montré ici. Si on parle des systèmes de bois en longueur qui consomment beaucoup plus de carburant, l'impact monétaire est encore plus important. Puis ça, c'est une économie de 10 Dans certains cas, le 10 vous n'aurez peut-être pas le chercher facilement, mais c'était juste pour vous montrer que juste en sachant sa consommation de carburant à l'heure, on est capable d'aller chercher des économies qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnées qui pouvaient être aussi importantes. D'autres trucs, faire l'entretien de vos équipements selon les spécifications du manufacturier et de votre expérience. Il faut garder nos équipements propres et en bonne condition, adopter une stratégie de maintenance préventive. Réduire la chaleur du moteur et du système hydraulique. C'est installer un thermostat de contrôle pour éviter que les ventilateurs fonctionnent toujours parce que ça a une incidence sur la consommation de carburant. Nettoyer et remplacer les filtres fréquemment. Choisir une fan bidirectionnelle ou à vitesse variable. Choisir le bon grade d'huile pour le moteur et le système hydraulique. Ça, c'est tous des trucs de base, mais c'est des choses qu'au minimum, tout le monde devrait avoir en tête. Tantôt, je parlais de limiter les pertes de temps. Ici, on parle de planifier votre travail pour éviter les déplacements de machines inutiles. Planifiez vos pleins de carburant lorsque les équipements sont en bordure de route. La plupart du monde le fait, mais des fois, je vais encore en forêt, puis quand il était venu faire de la maintenance ou quelque chose, il n'était pas venu tanker, donc
des fois, il va manquer de carburant, on va être obligé de revenir au chemin spécifiquement pour venir se tanker. Donc, c'est des petites choses à regarder. Si des fois, on déboise du chemin, ben, on peut s'arranger pour avoir d'avoir des réservoirs mobiles pour les situations où est-ce qu'on va travailler plus loin. La plupart des entrepreneurs vont souvent avoir des équipements mobiles, des réservoirs portatifs. Ça peut être très utile. Utiliser les accessoires électriques au bon moment. Ça, je suis resté surpris quand j'ai vu ces chiffres-là, mais utiliser les phares de travail seulement lorsque c'est nécessaire. Parce que si on n'a pas vraiment besoin, juste allumer les phares, ça peut consommer jusqu'à peu près 0,5 litres par heure. Ça, c'est vraiment un calcul théorique en fonction des équations. Mais on a regardé, dernièrement, on a fait des essais sur un Tiger Cat 635, un grapple. Puis entre de jour et de nuit, à idle, il y avait à peu près 1 litre à l'heure de différence de consommation, sans que la machine fasse rien. Puis c'était à peu près les mêmes températures, fait que c'était pas nécessairement parce qu'il y avait beaucoup d'autres accessoires qui étaient allumés. Là. Fait que c'est des petits détails qu'il faut avoir en tête. Travailler en douceur et éviter les mouvements brusques. Là. Comme je disais, préconiser un système de détecteur de charge sur les porteurs, si vous en avez un, ça peut être très utile. Dans les systèmes à pression constante, l'opérateur doit régler la vitesse du moteur pour obtenir le débit nécessaire pour assurer des opérations assez smooth. Ouais, ça, souvent, c'est un bonus qu'on voit à l'automne. Aussi, adopter les techniques de travail diminuant la consommation de carburant. Ça, on commence à travailler là-dessus, mais en fait, c'est des choses de base, encore une fois. Mettre la pression la plus faible possible sur les couteaux sur une tête de multi permettant de faire le travail correctement en fonction de ce que vous avez à faire. Travailler avec le mécanisme de nivellement de la cabine si vous en avez un, parce que pivoter une cabine inclinée, ça nécessite plus d'énergie. Ajuster vos équipements pour minimiser les frictions et les pertes d'énergie. Mais si on le voit avec des chenilles, quand ils vont être trop molles, ils vont consommer plus d'énergie. Fait qu'il faut toujours faire attention, s'assurer que la tension est adéquate. Je le mentionnais, ça c'est un classique, éviter de faire tourner le moteur au ralenti. Ça, c'est des chiffres qu'on a. Comme je disais tantôt, une batteuse groupeuse qui tourne au ralenti, ça peut consommer jusqu'à 2,5 litres à l'heure. Fait que c'est quand même pas négligeable. Puis il y en a des fois qui vont dire qu'on laisse tourner la machine l'hiver parce qu'il fait froid. Ici, c'est un moteur de camion, mais on s'entend que c'est à peu près les mêmes moteurs qui sont utilisés dans les abatteuses façonneuses ou dans presque tous les équipements forestiers. Il y a une température de fonctionnement à peu près 88 degrés Celsius. Ça, c'est des essais que nous, on a fait. On a pris une caméra infrarouge. Ça, c'est le moteur qui tourne à 700 tours minute. Comme on voit ici, les couleurs ne sortent pas tellement bien, mais ici, c'est la température la plus chaude, puis on voit que c'est ici, parce que là, le moteur est refroidi avec le système de refroidissement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, ici, c'est normal. On voit que c'est beaucoup plus orange. Ça veut dire que c'est un peu plus froid. Quand on arrête le moteur pour à peu près 10 minutes, étant donné que le système de refroidissement arrête, la température du moteur va réchauffer. Comme on peut voir ici, c'est rouge plus foncé. Donc, des fois, éteindre la machine 5-10 minutes, ça vaut la peine parce que ça peut nous permettre de sauver du carburant. Vous allez dire, oui, mais 10 minutes, c'est pas grand-chose, mais 10 minutes, 2 fois par jour, ou 3 fois par jour, ou 4 fois par jour, fois le nombre de jours que vous travaillez, au bout de la ligne, le 1 ou 2 % d'économie de carburant qu'on peut aller chercher, que je parlais tantôt, c'est quelque chose qui peut se faire quand même assez facilement. Ah, c'est ça, ici, on le voit mieux. Ça, c'est 1 heure après l'arrêt, fait qu'il est encore plus chaud, fait que la température du moteur va monter encore, étant donné que le système de refroidissement arrête. Parce que ça, c'était une photo qu'on a prise avec un projet qu'on avait fait avec des gens en transport, parce que justement, c'est bien rare qu'on voit des camions diesel arrêtés. On les voit souvent virer à idle des heures et au moins des demi-heures et des heures des fois pour pas nécessairement grand-chose. Tantôt, on parlait de comment mesurer votre consommation de carburant. Guita, c'était une des questions qu'elle vous posait. Tantôt aussi, tu as répondu que tu te servais de l'ordinateur de bord. Il y a plusieurs façons, en fait, de mesurer sa consommation de carburant. Il faut juste penser puis le faire. Excuse-moi, Vincent, j'aimerais ça interpeller justement les gens à certaines tables qui puissent nous dire qu'est-ce qui est ressorti de leur côté. Tu viens de présenter 10 trucs, là, avant qu'on aille un petit peu plus loin. 10 trucs, mais il y a peut-être d'autres choses que les gens ont discuté autour des tables que tu n'as pas mentionnées, puis ce serait le fun de l'entendre. S'il y a des gens qui ont des choses différentes, j'aimerais ça que vous leviez la main puis que j'aille vous voir pour que vous puissiez le dire à tout le monde. Oui, c'est un porteur, là. Moi, je savais assez ça gros, les grosseurs de track, la largeur des palettes. Oui, on dit ça cale moins, c'est ça, mais j'ai gagné, je dirais, un 2 litres à l'heure de différence avec les tracks. Puis j'ai gagné une vitesse.
J'ai pas de misère à vous croire. Parce que, comme la partie que je vais parler, c'est des essais qu'on a commencé à faire vraiment contrôlés. Mais en fait, les 10 trucs que je viens de vous parler, comme je vous mentionnais, je ne réinvente pas la roue, c'est juste des choses à avoir en tête qui peuvent vous aider à justement sauver du carburant comme ça. Puis le pire là-dedans, c'est qu'une fois que vous êtes capable de vous mesurer, comme avoir une bonne idée de la consommation de vos machines en litres à l'heure, ben, des fois, vous allez faire des sauts. Comme vous mentionnez, juste changer de chaîne, il était capable de sauver 2 litres à l'heure. Ben, 2 litres à l'heure, comme l'exemple que je vous montrais tantôt, au bout de la ligne, ça va paraître à la fin de l'année sur les revenus, là, parce que c'est un coût de moins. Puis souvent, c'est des économies qui sont assez simples à faire. Nous, c'est ça, les opérations forestières multi, au lieu de tourner à 2200 tours, le RPM, on tourne à 1800. On a fait les tests 2000 tours, 2200, puis c'est pratiquement la même production. Ça fait que quand on a travaillé chez Kroger, on avait quand même des économies par rapport à d'autres types d'équipements de entre 1500 et 1800 litres de moins de diesel avec les mêmes rendements. Ça, on a ça de preuve à l'appui. Ça fait quand même des sous à la fin de l'année. Oui, ben, c'est comme un peu l'exemple que je donnais quand je parlais d'intensité énergétique. C'est faire le même travail en consommant moins d'énergie. Aussi, des fois, ceux qui ne sont pas équipés de tanks de réservoir pour aller tanker le multi avec le transporteur, au changement de chiffre, s'il reste 5-10 minutes pour finir ta trail avant de s'en venir au bord, ben, l'opérateur, on lui fait finir, même si tu payes l'autre qui attend. C'est plus important, fait qu'on évite du taxi. Fait que c'est un peu ça, là. Ah non, c'est comme un peu, je mentionnais, comme je disais, ces 10 trucs-là, c'est pas réinventer la roue, c'est des choses qui sont quand même assez simples. Donc, si on parle de mesurer la consommation de carburant, il existe plusieurs façons. On peut installer des compteurs de carburant, comme on voit ici, ou les fill ride qu'on voit souvent, là, les compteurs qui sont rouges. La seule chose, c'est que ça donne une bonne idée, sauf que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le prendre en note. Demandez à vos opérateurs, quand ils fuelent la machine, de noter les volumes utilisés. Puis ces meters-là ne sont pas nécessairement calibrés. Nous autres, on en a pris où on en a calibré. Puis tu peux avoir une variation de 5 à 10 de ce qu'il donne. Fait que faut que tu t'assures au moins que ton meter est calibré. Tu as juste besoin de le calibrer une fois. Ça reste quand même assez simple à faire. Comme je disais, on peut tenir à jour un carnet de remplissage. Aussi, on peut utiliser le compteur de carburant qu'on a développé, qui s'appelle le FP Fuel. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont déjà travaillé avec. On avait fait une première version. Mais en fait, ça, c'est un compteur électronique. On peut l'installer comme, mettons, avec un meter fill right. On va installer un générateur de pulse électronique. Fait qu'à chaque fois que le meter va tourner, il va envoyer un pulse que lui va enregistrer. Puis une fois que c'est calibré, lui va être capable d'enregistrer le nombre de litres qui vont être pompés, dans le fond, à chaque fois que vous allez aller faire le plein d'essence. Ce qui est important, c'est qu'on a une clé magnétique ici. On peut en avoir une par machine. Donc, à chaque fois qu'on va tanker une machine, on prend la clé associée à la machine. Si vous avez une multi, un porteur, bon, mais chaque machine a sa clé. Ce qui fait en sorte que ça va emmagasiner toutes les données de remplissage. Ça va, dans le fond, quand on va downloader les données qui vont être enregistrées, on va avoir la date, le numéro de clé, le numéro de machine, le temps, en plus du volume qui a été pompé. Vincent, je t'arrête encore, c'est ça, la dynamique, hein? Faut y aller. Vas-y. Tu me dis que c'est intéressant, mais est-ce que je peux savoir aussi le nom de l'opérateur pour comparer entre mes opérateurs, lequel a des méthodes de travail plus économiques que d'autres? Avec, présentement, ce qu'on pourrait faire, c'est avoir une clé par opérateur, si on voulait aller jusque-là. Sauf que c'est moins précis parce que tu n'as pas nécessairement les heures. Ce que ça te donne, c'est vraiment un volume. Puis nous autres, si on le fait justement pour être capable de sensibiliser les gens, aller chercher leur information qui provient de leurs opérations, là. Puis en fait, on avait fait une première version qu'on a eu beaucoup de problèmes avec parce qu'elle n'était pas assez robuste. On sait que dans le bois, ça brasse pas mal. Quand on installait après des tanks portatifs, ça se faisait brasser. Puis après 6 mois, il y en a qui arrêtaient de marcher. Donc, on en a fait une nouvelle version qui est beaucoup plus robuste en dedans. Là, le circuit électronique est tout coulé dans l'espèce de résine qu'ils utilisent là, dans les avions. Fait que c'est très, très, très résistant. En tout cas, à date, on a commencé à le tester et on n'a pas eu de problème. On peut le brancher sur de l'alimentation qui varie de 12 à 120 volts. On peut enregistrer plus de 3000 événements de remplissage. Fait que ça veut dire qu'on peut, si on veut, on peut downloader ça une fois par mois ou même à la limite une fois par année, puis on ne manquera pas de place. Fait que c'est pas quelque chose que tu as besoin de downloader à tous les jours. Si tu veux, tu peux aller chercher ton information à la fin de ta semaine. Puis après ça, tu vas avoir la date avec les volumes. Fait que tu vas être capable d'associer facilement. Tu peux même aller les chercher en même temps que tu as tes relevés de paie. Fait que tu es capable d'aller chercher le fuel que tu as brûlé avec le volume que tu as produit
Comme je disais, on est capable d'aller récupérer les données soit avec un ordinateur, on est en train de travailler pour être capable de le faire avec peut-être des téléphones intelligents ou un petit device que à peu près tout le monde a dans leur poche maintenant. Comme je disais, ça enregistre un pulse électronique, puis on peut l'installer avec n'importe quelle pompe qui produit un pulse. Si les pompes comme les Fill-Rite, ils ne produisent pas nécessairement de pulse, on peut installer un petit gugus dedans qui coûte à peu près 50$ qui va produire un pulse. Ce qui est intéressant aussi avec ça, Mathieu va vous en parler. Ceux qui connaissent la plateforme FPDAT de FP Innovation, on travaille pour qu'en ce moment, les données de fuel qui proviennent de ça soient transférées automatiquement dans la FPDAT. Comme je disais, ça, c'est un instrument qui est simple, qui ne coûte pas trop cher, qui vous permet, en allant downloader, d'être capable d'avoir une bonne idée de la consommation par machine facilement, parce qu'on a une clé par machine, puis c'est capable d'aller chercher l'information facilement. Comme je disais, l'avantage, ça permet de mesurer la consommation par machine parce qu'on a une clé individuelle. On peut comparer après ça, si ça nous intéresse, des conditions de terrain. On a travaillé d'un bloc qui était plus montagneux, d'une place qui avait un peu plus de swamp. Tu es capable de regarder des fois la différence de consommation d'une semaine à l'autre si ça t'intéresse de voir justement c'est quoi la différence. On sait tous que ça coûte plus cher probablement bûcher en montant ou sortir du bois en montant, mais on est capable de chiffrer cette information-là. Fait que quand on veut des fois négocier ou parler d'autres choses comme Pierre-Serge parlait tantôt, des fois peut-être de taux, là on a des chiffres pour être capable on est capable de suivre sa consommation de carburant. Fait que c'est des données qui sont vraiment importantes. On peut regarder aussi, comparer, j'ai juste donné des exemples par saison, la différence de consommation entre l'été et l'hiver, par exemple. On peut comparer deux machines, comme j'ai mentionné tantôt. Des fois, les deux mêmes machines qui sont identiques, deux opérateurs différents, peuvent avoir une grosse différence de consommation de carburant. Puis ça peut se refléter dans les pratiques d'opération. Fait que des fois, ça va peut-être valoir la peine votre gars qui consomme plus de carburant, allez voir comment il travaille. Des fois, c'est peut-être d'adapter ses pratiques d'opération. Puis le but de ça, c'est connaître son opération afin de cibler les possibilités d'amélioration. Quand on sait comment ça nous coûte en carburant, on sait si on est capable de s'améliorer ou pas. Puis comme je le disais, l'installation des premiers prototypes, ça nous a permis d'observer beaucoup de choses. Comme on est allé dans une cour d'usine, il y avait deux chargeuses. Le gars, il avait installé un fuel meter de même à sa tank à fuel. Il y avait une différence de consommation de 15% entre les deux machines. Ils se sont posé des questions vraiment longtemps, ils ont suivi l'opérateur, se sont rendus compte que c'était pas la bonne programmation qu'il y avait dans le moteur. C'est pour ça qu'il y avait des consommations de fuel qui étaient vraiment différentes. Mais ça, c'est arrivé juste une fois. Maintenant, je vais vous parler des essais de consommation de carburant. Ça, c'est nous autres qui avons commencé à faire ça il y a 2 ans. En fait, ce qu'on se disait, c'est que on était déjà venu faire des présentations, puis on parlait de l'économie de carburant, puis je parlais du guide, puis je trouvais un peu que j'avais l'air niaiseux. Parce que je disais au monde, faites attention, venez fueler quand vous êtes au bord du chemin. Je trouvais qu'il manquait un peu de contenu, qu'on n'avait pas de chiffres pour nécessairement backer un peu de quoi on parlait. Fait que c'est pour ça qu'on s'est mis à faire on a eu cette idée-là de faire des essais de consommation de carburant. Fait que ce qu'on voit ici, c'est notre premier dispositif. On l'a fait avec le centre de formation professionnelle à Dolbeau. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des réservoirs portatifs ici c'est un porteur, en bypassant les lignes à fuel. Fait qu'on était capable de faire travailler la machine, elle prenait son fuel là-dedans qu'on pesait avant et après chaque essai qu'on faisait. Fait qu'on était capable d'avoir la consommation exacte de carburant de la machine. On a travaillé avec les gens de Ponce là-dessus. Puis en même temps, on ne savait aucunement c'était quoi les résultats qu'on allait avoir parce qu'on avait déjà fait des essais pour lire la consommation de carburant directement du moteur, directement de l'ECM. Puis on avait quelquefois des difficultés parce qu'on n'était pas capable de lire l'ensemble des moteurs des manufacturiers sur le marché. Donc, comme je disais, on a fait comparer 2 méthodes de travail, 3 méthodes de lecture. La méthode gravimétrique, c'est la tank qu'on pesait avant et après chaque essai. Puis on lisait l'ECM de 2 façons différentes. Ce qu'on a comparé juste parce qu'on voulait comparer une méthode de travail, voir si on était capable de vraiment mettre un pourcentage ou si on était capable de voir si on allait lire une différence de carburant. On a fait charger un transporteur en utilisant le mode télescopique toujours sorti versus où est-ce qu'il chargeait son bois et déchargeait plus proche en n'utilisant jamais la flèche télescopique. Si je demande comme ça, c'est quoi la différence de consommation entre les deux? Y a-t-il quelqu'un qui veut se risquer? Tu veux la réponse en quoi? En litres à l'heure? Pourcentage. En pourcentage. Ça va être plus simple. J'entends 10 ici, 5 là. Ça monte jusqu'à 20. Il y en a 20, c'est un peu trop, mais on a observé 5 %.
Ça, comme je mentionnais, c'est la première fois qu'on a fait des tests. Puis on voulait plus calibrer notre méthode, mais on a été surpris, puis le 5% il était vraiment constant. Puis ça, ce qu'on a fait, c'est que la machine chargeait-déchargeait pendant 1 heure. On a fait 8 cycles. On a bien surveillé nos affaires. Puis ce qui est encore plus intéressant, ça ici, c'est un petit graphique que je vous montre. Les deux points ici, ça, c'est chacun de nos essais qu'on a fait. Les 2 points ici, c'est les 2 lecteurs de CM qu'on a utilisés. Dans le fond, on allait dans le système informatique, puis on allait se brancher directement sur le CM, puis on lisait ces données-là. Puis ça ici, c'est la méthode gravimétrique, ça veut dire le fuel qu'on pesait avec les tanks. Puis on s'est rendu compte, entre les 2 méthodes, l'écart entre les 2 était à peu près tout le temps le même, mais il y avait un écart qui était très important, qui était tout le temps d'à peu près 15-20% entre la méthode gravimétrique et ce qui venait de l'ECM. Ce qui fait en sorte que l'ECM, on sait que ça donne des résultats précis, mais il faut le calibrer avant de se servir de ça, justement, pour avoir notre vraie consommation de carburant. Après qu'on ait fait ces tests-là, c'est la première fois qu'on se penchait vraiment sur la situation. On avait observé la même chose dans les camions forestiers, où est-ce que c'est beaucoup plus simple parce qu'ils ont toute une prise de diagnostic. On peut brancher un ordinateur pour avoir ça directement. Même constat. C'est une différence qui est souvent à peu près la même. On a juste à le calibrer, puis après ça, on est capable de bien l'utiliser. Ça, c'est un autre essai qu'on a fait cette année. On a réalisé ça sur un Tiger 4 635. On a fait la même chose. 3 lectures pour le même essai. Sauf que cette fois-là, on a utilisé encore le CM avec le device qu'on avait acheté, que tout le monde peut acheter. C'est un petit enregistreur qui coûte à peu près 15$. En même temps, on prenait les données qui provenaient de l'ordinateur de la machine. Ça veut dire quand vous avez un écran dans votre machine ou un display qui fournit une consommation instantanée en litres à l'heure, par exemple, on prenait ce volume-là, plus encore une fois le volume des tanks, la méthode gravimétrique qu'on pesait avant-après. Ça, c'est les 3 essais qu'on a faits. Travail normal, on l'encadrait pour avoir à peu près les mêmes conditions. Et ce qu'on a remarqué, c'est que l'ordinateur de bord de la machine, ce qui vous fournit, la consommation est sous-estimée à peu près entre 13 et 15%. Ça veut dire nous autres, en moyenne, on avait 30 quelques litres. Ce qu'on voyait, c'est qu'on avait 27-28. Fait qu'elle était sous-estimée d'à peu près 13-15%. Puis, encore une fois, notre lecture de CM était à peu près sous-estimée de 20%. Ça, c'était l'exemple de cette machine-là. Si je repasse ici, le CM surestimait d'à peu près 20%. Fait qu'on voit que la consommation, souvent, va être précise par le CM moteur, mais il faut qu'il soit calibré pour savoir si c'est sous-estimé ou surestimé. Puis ça, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte dans nos observations, que ça vaut vraiment la peine, si vous voulez vous servir des lectures de votre CM, de le calibrer avant. Puis, tu sais, calibrer, ça n'a pas nécessairement besoin d'être comme nous autres, de faire un bypass des lignes à fuel, mettre une tank qu'on pèse avant-après. Tu peux fouler la machine, aller travailler 2 heures, 3 heures, regarder c'est quoi la consommation de carburant qui a été donnée. Refouler la machine, si vous avez un compteur de carburant comme un Fill-Rite ou quelque chose comme ça, puis ça peut quand même nous donner une bonne idée, là. Donc, si je résume tout ce que je vous ai dit aujourd'hui en 3 mots, c'est assez simple. Mesurer, cibler, si où est-ce qu'on peut s'améliorer. Une fois qu'on connaît notre consommation, on peut voir où est-ce qu'on peut s'améliorer. Puis après ça, ben, c'est épargner. Merci, Vincent. Quand tu parles de mesurer, c'est là que ça joue aussi, hein? Oui. Ça nécessite vraiment que les gens prennent le temps de mesurer leur consommation avant. Maintenant, cibler aussi. Pour ça, il faut comparer des méthodes de travail pour voir laquelle est plus efficace qu'une autre. Et c'est là qu'on cherche des chantiers pour expérimenter ça. Parce que tout ce que vous avez entendu comme truc, c'est du gros bon sens. Maintenant, ce qu'on aimerait avoir, c'est des chiffres pour dire, quand vous travaillez de telle manière, si vous changez votre façon de faire, vous allez sauver 2%. Ici, vous allez sauver 5%. Fait que quand on arrive avec tous ces petits pourcentages-là, mis un en arrière de l'autre, bien là, on se ramasse avec vraiment quelque chose là, de substantiel comme économie de carburant. Donc, on voudrait arriver dans les prochaines années à vous dire, bien, telle méthode de travail, ça vous permet de sauver tant de litres de carburant. Pour ça, il faut aller sur le terrain, faire des essais, puis vérifier vraiment la consommation. Comme là, les essais contrôlés qu'on a faits, c'est surtout on a fait sur un porteur puis sur un skideur. Là, cette année, on veut essayer de travailler avec une multi parce que tu as beaucoup plus de complexité au niveau de l'hydraulique, des pompes hydrauliques, des débits qui sont utilisés. Fait que là, on sait que nos méthodes sont bonnes. Là, maintenant qu'on sait que ça fonctionne, bien là, cette année, probablement qu'on va aller faire des essais sur une multi, puis peut-être l'année prochaine, si vous entendez encore parler d'économie de carburant, on va avoir plus de données. Parce que ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de voir sur certaines techniques de travail si on peut aller chercher des différences de carburant là, qui sont importantes. Mais
Ça, c'est un step plus loin. Comme je vous dis à la base, si vous êtes capable de, durant vos opérations, connaître la consommation en litres à l'heure de vos machines, ben, des fois, si vous faites des comparaisons, des fois entre vous ou même dans les machines à l'intérieur de votre équipe de travail, dépendant combien de machines vous allez, ben, vous allez rester surpris. Parce que ceux qui le font, ils finissent tous par faire « Ah ouais? Il y a tant de différences que ça? » Comme un exemple tantôt, prendre l'initiative soi-même de faire un essai entre 1800 tours ou 2000 tours. Essayez-le 2-3 jours ou une semaine, regardez la consommation, regardez la productivité si ça change. Vous êtes capable de le voir aussi. Il faut juste avoir les outils pour mesurer notre carburant. On aurait le temps pour une couple de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions ou apporter des commentaires? Gênez-vous pas. Si vous ne le faites pas, je vais aller vous voir. Je voudrais juste peut-être apporter une précision. Là. Si on prend l'exemple du transporteur qui décharge direct à côté de lui sans se servir du télescopique, puis l'autre qui décharge loin de lui en se servant du télescopique, dans ce cas-là, la différence de consommation, oui, c'est le télescopique qui la crée, mais l'objectif à atteindre, c'est de décharger direct à côté de la machine et non loin. Parce que si on met les deux piles à côté du transporteur, que dans une situation, on se sert du télescopique puis l'autre non, ben là, on va perdre beaucoup de productivité en ne se servant pas du télescopique. Il faut faire attention pour ne pas aller chercher une économie de carburant, mais aller perdre sur la productivité de l'autre côté, on va annuler... Oui, bien ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais cet exemple-là, je sais que ce n'est pas un exemple qui reflète la réalité, mais c'est la première fois qu'on allait tester, comme je disais, on voulait voir si on a deux méthodes de travail qui sont différentes, est-ce qu'on va observer une différence? Parce que on ne savait pas, en allant lire les ECM, si on allait être capable de, la différence de 5 % qu'on a vue, est-ce qu'on allait être capable de la mesurer? Fait que c'est pour ça qu'on a comparé deux extrêmes. Mais on sait qu'en termes d'opération, tu ne pourras pas toujours charger proche ou décharger très, très proche. Là. Ton point est très valide, mais ça, je veux juste mentionner que c'était un essai qu'on a fait. Ce n'était pas nécessairement dans des conditions d'opération. On voulait voir si on allait être capable d'observer une différence. Bonjour, c'est Denis Simard de Shinpendo. Je regarde dans ton pamphlet à la page 10, où je fais des tracts échelonnés du monsieur tout à l'heure. Effectivement, le moyage a beaucoup d'importance par rapport à ça, parce qu'il y a une étude que j'ai ici en main pour le prouver. Pour donner un exemple sur 4000 heures, tu te bases toujours sur le 4000 heures, avec 80% d'utilisation, avec 65 cents le litre, dans le temps qu'on a fait les tests, avec un 40% de temps de cycle de déplacement. L'économie était de 1837 $ sur l'économie de 4000 heures. Il faut comprendre aussi que le drail a beaucoup d'importance, le moyage. Il faut comprendre aussi que le poids a beaucoup d'importance sur la chenille. Tu l'as dit tout à l'heure, si on rajoute du poids, plus dur la machine, puis c'est plus dur pour l'économie d'essence. Plus le drail, plus le moyage est grand sur la traque, plus le tailleur peut tourner dans la traque. C'est encore une raison pourquoi l'économie d'essence, elle n'est pas là. C'est important de savoir quand on achète des tracts, où on est, dans quel terrain qu'on est, dans quelle saison qu'on est. Il y a des tracts qui peuvent avoir des tracts d'hiver, des winter, on peut avoir des tracts d'été, parce que on est tous des fabricants, tous ceux qui fabriquent des tracts, on a tous le même problème. C'est-à-dire, il faut que la traque tienne sur le tailleur. Fait que plus le moyage est en haut du tailleur, moins la traque, elle veut tenir sur le tailleur. Nous, on a fait des études, on a un moyage central. Mais par contre, c'est pas ce qui est à la mode. Ce qui est à la mode, c'est des tracts grosses présentement en forêt. Le contraire de ce que tu me dis tout à l'heure. J'étais allé en forêt plusieurs fois. Ce qu'on retrouve en chantier, c'est des grosses tracts. Souvent, c'est des grosses tracts. Souvent, les drails des tracts, ils sont forts. C'est-à-dire, ils sont à 3 pouces et quart de drail. Puis que le drail idéal, ce serait supposément, pour le moins d'économie d'essence, ce serait 2 pouces et 8. Donc, quand on achète des tracts, c'est important de savoir où on travaille. Est-ce qu'on le met sur un transporteur? Est-ce qu'on le met sur un 635? Parce qu'un 635, tu dois dû voir que la machine, c'est quand même assez spécial aussi. Si on a un transporteur ou une bûcheuse, on peut acheter des tracts différents. On n'a pas besoin d'acheter des tracts grosses où on n'en a pas besoin. Comme tu disais tout à l'heure, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait. Fait que l'étude qui est là, je peux te la donner, ça ne me dérange pas du tout. Tu as marqué des chiffres parce qu'à ta page 10, à la page 10 qui est là, si tu veux mettre des chiffres, ils sont là. L'étude a été faite par Féric et non par Pendo. Oui, je sais c'est qui a fait l'étude. C'est évident. Je sais que tu sais qui c'est. Mais ça, c'est quelque chose que, comme je disais cette année, là,
Oui. Parce que je disais, comme cette année, là, on a de l'argent pour refaire des tests comme ceux que je vous ai montrés qu'on a déjà fait. Ben ça, c'est des choses qu'on a peut-être sur nos listes. Là, faire des essais avec différentes sortes de tracks ou changer la tension dans les tracks pour voir un impact sur la consommation de carburant. Alors là, maintenant, le prochain bloc, notre dernier, c'est le titre « Les nouvelles technologies au service des entrepreneurs forestiers ». Alors ici, on a 2 personnes. Il y a Mathieu Blouin, chercheur au programme Opérations forestières, mais aussi foresterie de précision, hein, Mathieu? Oui, c'est ça. Foresterie de précision, qui va nous parler de l'outil FPDAT, FPTrack. Et on a aussi un utilisateur, Marc Nadon, qui est entrepreneur, je vais vous le présenter tout à l'heure, qui lui l'utilise, puis qui va vous donner son témoignage sur à quoi ça sert cet outil-là, si c'est utile, c'est quoi les avantages, c'est quoi les difficultés. Fait qu'on va parler de... On va laisser la parole à Mathieu en premier. Vas-y. Parfait. Donc, merci beaucoup. Première des choses, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un outil qui est en développement chez FP Innovation. Ça fait maintenant 1 an. Déjà un matin, là, Gabi, je pense qu'il a fait une très bonne introduction, tout ce qui touche la navigation. Donc, il parlait, là, c'est principalement les systèmes avec Garmin, etc., des systèmes aussi qu'ils ont développés. Nous autres, on a aussi cet aspect-là. On va un petit peu plus loin aussi au niveau de le suivi de la performance, suivi des volumes de bois qui sont faits. Donc, vous allez voir aujourd'hui aussi dans ma présentation, j'aborde les outils techniques, mais ça retouche un peu aussi ce que Pierre-Serge vous parlait un matin, c'est-à-dire de travailler ensemble. Okay? Puis ça, c'est quelque chose, une tendance qu'on voit de plus en plus, peut-être encore un petit peu moins marquée au Canada, mais on voit que la collaboration entre l'opérateur, l'entrepreneur, le donneur d'ordre, les compagnies, on voit que maintenant, aujourd'hui, ceux qui réussissent très bien, c'est eux autres qui réussissent à travailler ensemble. Il y a des sujets épineux, on en a parlé un matin, mais ceux qui réussissent à bien s'entendre, tout le monde ensemble, souvent, c'est eux autres qui vont être capables d'aller chercher les plus gros gains. Puis le système FPDAT rentre un petit peu dans cette mentalité-là ou dans cette vision de travailler là. Donc, dans le fond, pour commencer, puis je le sais, là, dans les dernières années, là, mes collègues sont déjà venus vous parler du système. Donc, je vais faire quand même un survol assez rapide là, de ce que le système est en mesure de faire. Je vais laisser Marc vous en expliquer un petit peu plus l'expérience que lui a eue. Donc, pour commencer, c'est quoi les besoins initiaux qui ont amené FP Innovation à développer des outils de navigation, mais aussi de suivi de performance? Puis vous allez voir, je l'ai divisé en fonction des différents intervenants. Okay? Je vous parle de coopération. Je commence par parler des compagnies. Okay? Eux autres aussi, ils ont certains besoins. L'entrepreneur a des besoins, puis l'opérateur de l'équipement a aussi certains besoins. Quand on regarde du point de vue de la compagnie, faire un suivi des opérations, une des tendances qu'on voit, puis on le voit, c'est quand même assez fort ici au Québec, on voit que les compagnies, ils délaissent de plus en plus l'opération forestière. Souvent, c'est des entrepreneurs généraux. Puis il y a moins de staff forestier, si on veut, dans les compagnies. Mais quand même, c'est eux autres qui ont les obligations par rapport au gouvernement. Ils veulent quand même savoir qu'est-ce qui se passe en forêt. Une des questions qui se pose, c'est quoi les volumes de bois que j'ai disponibles en bordure de route? Bon, souvent, il y a un mesurage qui peut se faire. Des fois, souvent, on voit ça avec les calepins, le nombre de voyages. C'est estimé de cette façon-là. C'est quoi les superficies qui ont été récoltées, puis y a-t-il des problèmes? Ça arrive-tu des fois que les gars ont pu sortir du bloc? Parce que vous savez, souvent, les compagnies, eux autres, vont faire des plans annuels, c'est déposé au gouvernement, puis ils doivent s'assurer qu'on reste dans les limites des plans. Donc ça, c'est une autre de leurs préoccupations. Puis aussi, une fois qu'on est allé bûcher, s'il y a des blocs qu'on n'a pas faits, si on est sorti du bloc, les autres, ils veulent pouvoir se réajuster pour ne pas tomber en infraction plus tard. Améliorer le système d'approvisionnement. Ça, c'est, comme je vous disais, je parlais de collaboration, on voit ça de plus en plus. Les compagnies qui travaillent avec leurs entrepreneurs, qui les aident à se donner des moyens pour augmenter le niveau de performance de ces entrepreneurs-là, leur donner des outils pour qu'ils puissent se développer encore plus. Donc, on parle d'augmenter les taux d'utilisation. C'est un taux, dans le fond, le nombre d'heures que la machine travaillait versus combien de temps qu'elle devait travailler. Donc, on veut s'assurer qu'on va aller pleinement utiliser nos équipements des machines. Et puis, ensuite de ça, la raison des arrêts. Donc, c'est ce qui nous permet, ensuite de ça, d'aller cibler les raisons pour lesquelles mon équipement ne fonctionnait pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui les intéresse dans une perspective de travail en commun. Puis aussi, ça, c'est n'importe qui cherche ça, ils veulent avoir des outils qui sont peu dispendieux, mais aussi qui demandent peu d'énergie. Okay? On voyait ça dans le temps, puis on le voit encore aujourd'hui avec les différents systèmes GPS qu'on a. Ça demande quand même du travail. Il faut préparer des cartes, ça prend quelqu'un qui va au bureau, il nous ramène ça sur une clé, on met ça là-dedans. C'est quand même, ça prend du temps aussi faire tout ça. Donc, ils cherchent des systèmes qui vont demander, oui, on va aller chercher de l'information, mais on ne veut pas passer notre semaine à gérer ça non plus. Donc ça, c'était les principalement les demandes qu'on attend,
dont les compagnies nous font part. Ensuite de ça, les entrepreneurs. C'est quoi les besoins qu'on entend chez les entrepreneurs? Première des choses, connaître l'état de leur opération. Y a-t-il des choses que je ne vois pas dans mon opération? Okay? Tu sais, bien souvent, vous êtes dans le bois, vous voyez ça au jour le jour, puis il y a bien des affaires souvent qui vont nous passer en dessous du nez, puis on les voit même pas passer. J'étais au Nouveau-Brunswick dernièrement, chez un entrepreneur, chez qui on a installé un système. Il dit en une semaine, quelqu'un qui se donne la peine de suivre qu'est-ce qui se passe peut faire beaucoup d'économies. Il disait, lui, par exemple, il y a un de ses opérateurs qui rentrait à 4 heures du matin au lieu de rentrer à 5 heures. C'était entendu, c'était correct de même, sauf que ce gars-là qui arrive là à 4 heures, ce qu'il faisait, c'est qu'il partait toutes les machines. Fait que là, de 4 à 5, j'attends que les autres arrivent. Oui, les machines étaient chaudes, mais toutes les machines viraient pour rien. Lui, c'est du fioul, c'est de l'entretien de plus, etc. Donc, lui, le gars, ses superviseurs arrivaient à 7 heures tous les matins, il ne voyait jamais ça aller. Juste en ayant un meilleur suivi, vous voyez, c'est des petites choses de même, des fois, qu'on peut aller chercher. Des petits gains assez faciles. Aussi, on veut pouvoir comparer nos opérateurs. On sait qu'il y en a qui sont plus performants que d'autres. Okay? Donc, on veut voir c'est qui nos bons opérateurs. Pas dans le but de taper ses doigts des mauvais, mais de voir c'est quoi que lui qui est meilleur fait de bon. Puis qu'est-ce qu'on est capable de transposer à nos autres opérateurs pour réussir, globalement, à essayer d'améliorer tout le monde ensemble. C'est quoi les aspects du travail que je pourrais te faire mieux? Okay? On le sait, récolter, vous faites beaucoup d'entretien, vous faites de la réparation. C'est quoi les aspects de tout le travail que j'ai à faire sur lesquels je pourrais m'améliorer? Aussi, discussion avec la compagnie. Ça, on entend, je pense Pierre Serge en a parlé un petit peu un matin, la question des taux. C'est le type de préoccupation qu'on entend souvent. Okay? Donc, on sait, par exemple, je vais rentrer dans un certain bloc, souvent les gars disent « Ah, c'est un rond de piscette, je ne peux pas faire d'argent là. Okay? » Quand on a des informations, on est capable de dire, regarde, j'ai travaillé, j'ai très bien géré mon opération, mais je n'ai pas fait une scène. Les conditions étaient difficiles, je n'avais pas de bois. Quand on a des systèmes de même, on est capable de parler. Ça, c'est des choses qu'on voit, entre autres, il y a des compagnies dans les maritimes à l'heure actuelle qui utilisent des systèmes comme ça, puis les taux sont ajustés. Okay? Si tu es dans un rond avec du très mauvais bois, mauvaises conditions, le gars a fait une bonne performance, les taux sont ajustés. Okay? Donc ça, c'est le genre de choses qui s'en viennent. Quand on parle de travailler en collaboration, ça en fait partie. Ensuite de ça, connaître ses volumes en bordure de route. Okay? C'est une chose, puis justement, les gens chez Résolu, un entrepreneur de Résolu m'en a parlé. Il dit souvent, eux autres, ils vont faire du bois de chemin, ou ils vont avoir, par exemple, un autre entrepreneur qui va venir piler du bois à côté du sien. Là, au transport, ça se perd, puis il dit, je perds du volume. Ils veulent suivre, il est où leur volume, c'est quoi le volume qu'il y a, puis s'assurer qu'ils sont payés pour leur bois à eux autres. Aussi, ils veulent fournir des outils à leurs opérateurs. Okay? Donc, on veut donner des outils aux opérateurs pour qu'ils soient plus efficaces puis qu'ils apprécient leur travail, mais aussi qu'ils soient plus efficaces, on s'assurer qu'ils respectent les plans, qu'ils ne sortent pas des blocs, etc. Donc, ça, c'est... je parlais ici de respecter le plan annuel, navigation adaptée au travail en forêt. Donc, des outils qui vont faciliter leur travail. Et puis aussi, garder et attirer la main-d'œuvre, c'est quelque chose d'important. Quand on rajoute un aspect technologique dans le travail, c'est quelque chose qui est valorisant aussi pour les opérateurs. Puis je l'entends assez souvent. Les gars qui ont des systèmes embarqués dans la machine, ils disent c'est un peu comme mon iPhone. Là. Je joue là-dessus, puis c'est quelque chose qui donne une petite plus-value à leur travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend chez les opérateurs? C'est qu'ils veulent avoir un outil qui est adapté à leur travail. Okay? Souvent, on sait, ils vont avoir des traitements sylvicoles différents, ils ont des. Puis c'est des choses qui s'en viennent de plus en plus. Donc, il y a des critères plus spécifiques à comment faire le travail, et puis ils cherchent à avoir des outils qui vont les aider à faire ce travail-là. Puis on parle aussi de valoriser le travail en forêt. Donc, dans le fond, nous autres, ce qu'on a fait depuis les dernières années, c'est qu'on a pris l'ensemble de ces différents besoins-là, les différentes choses qu'on entendait parler, pour en faire un outil qui pourrait être utilisé en forêt, mais pour répondre à une vaste gamme de besoins, autant sur des compagnies, des entrepreneurs, mais aussi des opérateurs. Puis le résultat de ça, c'est une gamme de produits. Donc, le premier, c'est le FPDAT, et puis on a aussi FPTrack. Okay? Donc, c'est deux outils qui sont complémentaires, qui fonctionnent ensemble. Le premier, le FPDAT, au point de départ, c'est, il y en a plusieurs sûrement parmi vous qui connaissez, le Multidat. Okay? Donc, la boîte noire qu'on installait. C'est la nouvelle version du Multidat. Okay? Donc, on va aller chercher des informations durant l'opération, nombre d'heures d'opération productive, le temps à idling, etc. On peut aller chercher une foule d'informations. Mais là, cette fois-là, on va un petit peu plus loin. Parce qu'on sait que quand tu as une boîte noire, les opérateurs, ça 5 pieds, il n'y avait pas nécessairement de gain pour l'opérateur.
Puis c'est de là qu'arrive le système de navigation. Okay? On sait maintenant que les systèmes GPS, dans bien des cas, tu n'essayes pas d'enlever l'outil de navigation d'être dans la machine, ça ne passera pas. Ça, c'est un plus. Et puis là, la grosse nouveauté par rapport à ce qu'il y avait avant avec le multidate, puis pour ceux qui le connaissaient, une des difficultés, c'était de prendre des données qui étaient dans l'ordinateur, qui étaient dans le multidate, puis en faire quelque chose. Ça, c'est un des aspects sur lesquels on a beaucoup travaillé. Okay? Donc, l'idée, c'est maintenant avec FPTrack, c'est qu'on est capable d'aller chercher l'information qui est dans la machine, dans le FPDAT, puis d'amener ça sur Internet avec une plateforme qui est simple d'utilisation. On sait, la plupart des systèmes, que ce soit dans le camionnage, que ce soit, même si on avait avec le multidate, c'est des systèmes qui étaient compliqués. On vise d'avoir quelque chose qui est le plus simple possible, très intuitif. Vous rentrez là-dedans, vous avez les informations que vous avez besoin. Juste pour vous montrer les grandes lignes de l'outil, sans trop aller dans les détails, je parlais d'un système de navigation forestier. Je dis vraiment navigation forestier parce que c'est fait pour le forestier. Ce n'est pas un outil qui est fait pour les mines, qui est fait pour l'excavation, c'est fait pour le forestier. Donc, au point de départ, il y a un écran qui est intéressant d'utiliser, bon, couleur, qui est quand même de grande taille. Des cartes couleurs complètement adaptables. Donc, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Tantôt, un matin, on parlait de lidar. On parlait de pente forte. Okay? C'est possible. Puis le système actuellement est utilisé dans l'Ouest canadien, où est-ce qu'ils ont des données qu'ils appellent lidar. Okay? C'est comme une photo aérienne, si on veut, mais beaucoup, beaucoup plus précise. Okay? C'est un peu comme vous allez chez le médecin, vous cassez le bras, ils prennent une radiographie, mais là, ils prennent une radiographie des airs. Okay? Ils savent exactement, là, s'il y a une roche sur le terrain, ils la voient. Okay? Quand c'était cette information-là, ils sont capables de faire des cartes de pente. Okay? Ils mettent ça dans le FPDAT, puis les gars, les opérateurs, quand ils rentrent dans le bloc, ils savent où est-ce qu'ils sont les pentes, dans quel sens qu'elle est, puis ils peuvent planifier leur travail en fonction de l'information de la pente. C'est de l'information ultra précise. Là. Ça aussi, ça s'en vient au Québec. C'est d'autres choses sur lesquelles on travaille chez FP Innovation. Quand je dis, Mathieu, je t'arrête, ça a l'air bien beau ton affaire, mais je suis sûr que dans la tête du monde, il doit avoir la même question que tantôt. Là. C'est beau, là, mais ça coûte combien? Là? Si tu nous arrives avec une affaire de 30 000 $, je pense que le monde ne voudra même pas écouter. Là. Non. Bien, c'est sûr que je vais finir de passer mes outils, parce que c'est sûr que si vous cherchez un outil pour naviguer, vous êtes mieux avec un Garmin. Puis si le prix, c'est le facteur décisionnel, je vous dirais, achetez-vous un Garmin. Si vous voulez uniquement faire de la navigation, vous êtes peut-être mieux avec un Garmin à 300 $. Si vous voulez aller plus loin, faire de la navigation, mais aussi faire d'autres choses que je vais vous parler, vous êtes mieux avec un système de main. Je vais revenir sur la question du prix un petit peu plus tard. Quand je dis que c'est un système de navigation forestier, c'est que dans le fond, c'est ça, il est vraiment adapté pour le travail que vous faites. Okay? Donc, on a des zones tampons avec différentes alarmes. On parlait aussi tantôt d'enlever le rubanage. Encore une fois, on a des installations. Les gens, c'est ça le but, d'éviter le rubanage. Tout ce qui est ruisseau est encore rubané, mais tous les contours de blocs, maintenant, ne sont plus rubanés. Okay? Donc, mais ça, c'est sûr et certain, ça va aussi avec des ententes avec les gouvernements. Okay? Donc, dans l'Ouest canadien, encore une fois, ils ont des ententes avec les gouvernements. C'est des bordures fantômes qu'ils appellent, donc il y a quand même une certaine tolérance. Et puis, on ne peut pas utiliser des Garmin pour faire ça parce que le gouvernement veut avoir un outil qui est précis. Okay? Donc, avec lui qui est ici, dans le fond, l'une des différences, c'est que l'antenne est installée sur le toit de la machine. Okay? Et on a un système de protection de l'antenne, ce qui fait qu'on peut vraiment avoir une bonne précision GPS. On va avoir normalement 2 et 3 mètres de précision. Donc, c'est un système qui est précis. Donc, ça nous permet ça d'ajouter, par exemple, vous avez votre position dans la machine, tu arrives proche d'un cric, tu arrives à la sortie du bloc, visuellement, tu le vois. Ça devient en rouge, tu sais, oh, j'arrive là-dessus, fais attention. Il y a différentes affaires. On peut mettre le gars, votre contremaître passe dans le bois, il fait son rubanage, il peut tout mettre ça là-dedans. On peut mettre encore une fois des alarmes là-dessus. Les contremaîtres peuvent rentrer, vous mettre des indications sur la carte. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été ajoutées pour faciliter votre travail. Puis, ça inclut aussi des indicateurs de performance. Donc, oui, il y a une carte, où est-ce qu'on se déplace, mais l'opérateur, c'est aussi, ça fait combien de temps qu'il opère? C'est quoi son taux d'utilisation? Okay? Donc, s'il a commencé à 8 heures le matin, il est rendu 4 heures. S'il est rendu à 80 %, donc est-ce qu'il a travaillé, combien de temps qu'il a travaillé versus depuis combien de temps qu'il a travaillé le matin? Puis ça, mine de rien, bien souvent, les opérateurs, ça se challenge. Puis ça, on voit aussi des effets avec ça. Donc, le prochain point, c'est le suivi de la performance. Okay? Donc, vous voyez ici, bon, c'est l'ordinateur qui est installé dans la machine. Okay? Tout simplement, c'est vraiment un ordinateur qui est fait pour aller dans une machine. Ce n'est pas un PC comme vous avez ici. C'est résistant, c'est fait pour ça. Puis là-dedans, ben, dans le fond, globalement, c'est ce qu'on avait aussi avec le multidate. Donc, il y a des capteurs de mouvement intégrés, mais on peut aussi aller se connecter sur des signaux électriques pour les pompes. Entre autres, Marc, je ne sais pas s'il va en parler, mais chez Transport Hardy, ils vont chercher le signal de la tête.
Okay? Donc, on sait combien de temps que la tête a été activée. Donc, on peut voir c'est quoi le temps de déplacement versus le temps vraiment d'opération. On fait aussi de l'enregistrement de temps d'activité. Donc, ça vient remplacer aussi les fameux bavards qu'on avait dans le système. On connaît le nom des opérateurs, donc on sait c'est qui opérait la machine quand. Enregistrement des codes d'arrêt. Okay? Donc, quand la machine est arrêtée pendant une certaine période de temps, c'est vous autres qui décidez. Après une certaine période de temps, on va demander à l'opérateur pourquoi la machine est arrêtée. Okay? Donc, ça, une fois qu'on a cette information-là, c'est une assez longue période de temps, on peut voir, c'est-tu au niveau de l'entretien, c'est-tu le superviseur qui vient toujours jaser avec les gars et qui les arrête? C'est une question d'entretien, c'est une question de réparation de chaîne, de réparation de track. Donc, on est capable de cibler les problèmes. Ça, dans le fond, comme je vous disais, maintenant, il n'y a plus d'interaction à y avoir. Okay? Ça part de la machine, puis ça s'en va dans Internet. Okay? Donc, ce que vous avez en bas, là, c'est peut-être pas visible pour tout le monde, mais ce qu'on voit en bas, on voit système de rapport, site Internet. Donc, ici, dans le bas, vous avez toute l'information sur votre machine. Okay? Donc, là, ici, on voit on a un porteur, on a une multi. On voit le nombre, la quantité de travail qui a été planifiée, c'est quoi le nombre d'heures machine, le temps d'idle, c'est bon. Il y a une série d'informations qui est là. Ici, on voit aussi le nombre d'heures d'activation de la tête, qui est juste ici. Donc, il y a une foule d'informations qui est là, qui est à votre portée. C'est pas très difficile à faire comme rapport. Vous dites c'est quelle machine vous voulez, puis quand, puis ça vous fait un rapport automatique. OK? Ça, ben, c'est sur Internet. Vous êtes à la maison la fin de semaine, vous êtes ici aujourd'hui, ben, ce soir, vous pourriez aller voir qu'est-ce que ça donne. Et puis aussi, on a d'autres systèmes. Okay? Donc, on voulait aller un petit peu plus loin. Donc, on a aussi un système de suivi cartographique. Okay? Donc, dans un premier temps, on sait, bon, là, dans la machine, il y a un ordinateur, on prend des points GPS, on sait exactement où la machine est allée dans le bois. Okay? Donc, toute la position, toute la superficie qui a été récoltée, celle-là, on la connaît. Donc, ça, c'est quand même assez simple. La deuxième outil qu'on est en train de rajouter, c'est de l'information sur les volumes traités. Okay? Une façon de faire ça de manière assez simple, c'est dans les porteurs. Okay? Bien souvent, les gars, ils ont leur calepin ou ils vont prendre leur paquet de cigarettes puis ils écrivent c'est le nombre de voyages qu'ils ont fait. Bien là, avec le système, ils peuvent le faire directement à l'ordinateur ici. Okay? L'information ne se perd pas, mais ce qui est le fun, c'est que l'information s'en va aussi sur l'Internet. Donc là, ce qu'on va avoir, puis ça, ce que vous avez ici en bas, bon, l'image n'est peut-être pas très grande, mais vous avez une carte qui est à jour. À tous les jours, votre carte est à jour. Vous voyez vos blocs, tu sais, comme ici, on le voit, là, je vais essayer de prendre ça ici. Vous avez vos blocs de coupe ici qui sont en vert. Vous avez vos ruisseaux, bon, vous avez les chemins. Vous avez ici, là, c'est peut-être pas hyper clair, mais vous voyez exactement toute la superficie que la machine a faite, tous les petits points verts. L'autre chose qu'on a, si vous voyez, c'est toutes les petites piles de bois. Ça, c'est toutes les fois que le gars il a pesé pour dire qu'il faisait un déchargement. Si c'est du pain gris, par exemple, 17 pieds, bien, vous voyez ici, il va avoir une petite pile de bois de 17 pieds. Okay? Si on a fait 4 voyages exactement à la même place, on sait que le panier de pain gris fait 17 mètres cubes. On fait 4 fois 17 mètres cubes, puis la pile de bois est ici. Okay? Donc, on sait exactement qu'est-ce qu'il y a. Donc, une des plus-values, entre autres, un entrepreneur me dit, il dit là, je sais c'est quoi le volume de bois, j'ai sur mes chemins. Mais ça me donne quoi de savoir le volume de bois qui est sur mes chemins? Ben, c'est ça, pour l'entrepreneur, lui, il veut savoir, et après ça, ça lui permet de comparer le volume que lui il a mis en fonction de ses voyages de porteur versus qu'est-ce qui va avoir été transporté plus tard. Puis l'autre avantage pour les gens qui vont gérer le transport, si tu as besoin de descendre du pain gris, descendre de l'épinette tel format, bien, tu sais où aller la chercher dans le bois. Dernière composante du système, c'est le système de communication. Okay? Là, je vous disais qu'il n'y avait pas de manipulation à faire. Pour ce faire, il y a 2 approches qu'on peut utiliser. La première des choses, c'est avec un modem satellite. Okay? Je pense tantôt, on parlait de coûts de transfert satellite. Actuellement, c'est la plus grosse limite qu'on a. Actuellement, on parle pour une machine, une multifonctionnelle ou un porteur, ça va virer 30, 40, 50 $ par mois par machine. Par contre, on a fait les études, entre autres, avec les gens chez Irving au Nouveau-Brunswick. Envoyer quelqu'un dans la machine pour chercher les données, les redescendre au bureau, les traiter, il y a un coût aussi à ça. Okay? Quand on installe des systèmes de même, je vais vous en parler, il y a aussi un coût. Okay? Puis on va aller chercher justement un certain retour sur notre investissement. Donc, si le transfert des données devient une limite qui fait que vous ne l'utilisez pas, bien, vous allez avoir mis ça pour rien dans la machine. Puis aussi, bien, il y a le fait qu'il faut gérer toutes ces informations-là. Tandis qu'avec le système satellite, vous n'avez rien à faire. Aux 15 minutes, ça part du bois puis ça s'en va sur Internet. Vous n'avez rien à faire. On a aussi un autre système qui est moins utilisé ici au Québec parce qu'on n'a pas une grande couverture cellulaire, mais aussi, c'est possible de faire ça avec des modems cellulaires. Okay? Donc, encore une fois, avec cellulaire, c'est sûr et certain, ça réduit un petit peu les coûts.
Qu'est-ce qui s'en vient? On est en train de développer un module Wi-Fi. Okay? La plupart d'entre vous connaissez ça, un ordinateur portable, pas besoin de brancher le fil Internet dedans. Okay? Donc, dans le fond, vous allez avoir un système Wi-Fi dans le bois. Okay? Donc, les machines vont pouvoir communiquer entre elles. Vous allez pouvoir, par exemple, si on a une bonne connexion Internet satellite, vous pourriez aller sur Internet à partir dans le bois, envoyer des messages. Il n'y a plus de limite rendue là. Lecture et intégration des données qui viennent du CAN bus. Vincent en parlait tantôt. On est en train d'aller se connecter sur ces outils-là pour aller justement chercher des informations comme la consommation de carburant. On est en train de travailler sur des nouveaux fournisseurs satellites qui nous permettent de réduire beaucoup les coûts de satellites. Donc à ce moment-là, ça va venir encore plus avantageux d'utiliser cette approche-là. Et puis aussi, c'est sûr et certain, le site Internet est toujours en constante évolution. Donc, on améliore toujours la carte. Je vais vous montrer une petite carte tantôt. Donc, c'est toutes des composantes qui s'améliorent au fil du temps. Il y a quand même plusieurs défis. C'est un produit qui est jeune. Ça fait maintenant 1 an. Bon, vous n'entendez parler depuis 3 ans, mais ça fait vraiment depuis l'été dernier qu'on commence à l'installer de plus en plus là, dans des équipements un peu partout au Canada. Mais il y a quand même plusieurs défis. Okay? Tout le monde a ses besoins. On a des ressources limitées. On essaie d'investir le mieux possible nos ressources pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Puis une chose aussi qui est très difficile, c'est le fait qu'on va installer ces équipements-là dans n'importe quel type de machine. Okay? Ça, dans le fond, c'est une de nos forces. On sait que les manufacturiers ont des systèmes, John Deere a son système, Valmet a son système, etc. Sauf que le gars qui a un kit composé de différentes machines, là, il n'y a rien qui se parle. Nous autres, on veut s'installer dans toutes sortes de machines, mais le problème, c'est que toutes les machines sont différentes. Donc, il faut aller chercher l'électricité à différents endroits. Il faut composer aussi avec certaines limites. Donc, ça, c'est des défis qu'on a encore à répondre. Juste rapidement, ça, c'est les implantations qu'on a à l'heure actuelle. On a, à l'heure actuelle, là, je pense que ma liste n'est même pas complète. On n'est pas loin de 130 unités un petit peu partout au Canada. Au Québec, c'est encore assez tranquille. On a résolu avec Transport Hardy et ses entrepreneurs à Center qui en ont 10. On a Socam aussi en Abitibi qui en ont 2. Et puis, on en a 2 aussi en Estrie chez Domtar. On va parler, ça va varier entre 4 et 5 000 par machine pour avoir le système. Donc là, à ce moment-là, vous avez tout le système. Vous avez accès aussi à l'Internet pour aller faire vos rapports. C'est ça. Donc, je vous parlais, c'est sûr, si quelqu'un veut avoir juste un système de navigation, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure solution. Par contre, c'est sûr, bon, il y a un système de navigation qui est fait pour le forestier. Bon, ça dépend, c'est libre à vous. C'est vraiment une décision d'affaires. Si ensuite de ça, vous voulez aller chercher de l'information sur la performance de vos machines, on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui est là. Donc, si vous avez l'énergie pour regarder qu'est-ce qui se passe avec les chiffres, puis porter les actions, moi, je vous le dis, c'est le type d'équipement qui se paye très rapidement. Je vous donne un exemple d'un entrepreneur au Nouveau-Brunswick. On en a d'autres à Terre-Neuve aussi. Maintenant, tout le monde est équipé avec ça. Ils contrôlent mieux leur opération. Dans l'Ouest aussi, c'est le même message qu'on a. Donc, moi, je suis pas... c'est pas gênant du tout. Là. Mathieu, il y a un prix membre et non membre. Si le donneur d'ouvrage est membre, est-ce que l'entrepreneur bénéficie du rabais? À l'heure actuelle, je te dirais, on ne fait pas une... Notre objectif, à l'heure actuelle, c'est d'en implanter le plus possible, de pouvoir travailler avec le plus de gens. Donc, les prix sont quand même encore assez flexibles. Donc, normalement, là, les installations, c'est ça. Ça varie en fonction des options, si c'est satellite ou non. Mais c'est normalement entre 4 et 5 000. De l'unité. De l'unité, exact. Puis le traitement de données, par contre, ça, je pense, pas cher. Hein? Le traitement de données, pour la première année, on ne charge pas du tout aucun frais. C'est les années subséquentes qui peuvent avoir des frais là, pour le traitement des données. De combien par mois? Ça va, normalement, là, ça va être autour de 20 $ par mois. Ça, c'est pas cher. On n'en parle pas. Moi, j'aimerais que tu reviennes au début. Oui. Dans tes premières diapositives, là, tu as parlé au nom des entrepreneurs. Là. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'en pensent les gens ici. Ça ici, là. Quels sont les besoins exprimés par les entrepreneurs? Connaître l'état de leurs opérations. Moi, je voudrais savoir si ce qui est écrit là, ça correspond à ce que monsieur vit. Vous levez, monsieur? Oh, pas d'accord. Il faut que je vous déstabilise, que je vous sorte de votre zone de confort, que vous nous disiez si vous pensez qu'un outil comme ça, ça peut être utile. Ça répond à des besoins chez vous ou non? Ça répond. Oui, ça peut être utile. Au niveau des opérateurs, sûrement. Après ça, ton aspect de travail pour pouvoir faire mieux, ce qui est écrit là. Ce qui est écrit là, ça a-tu du bon sens, ça? Ça correspond-tu à vos besoins ou c'est des affaires qui n'ont pas d'allure? Il y a des pour puis des contre. OK. N'ayez pas peur. Non.
parce que dans chaque chose, il y a toujours un bon côté puis un mauvais côté aussi. C'est vrai. Fait que lui nous dit les bons, peut-être qu'il nous dire les mauvais aussi. C'est quoi les hésitations, d'après vous? Ben là, il nous en a dit beaucoup. OK. Fait qu'on peut pas tout emmagasiner, là. C'est quoi? Ben moi, je peux vous en dire, si vous voulez. Je peux vous en dire. Une chose, là, c'est ça, je dis, bon, on parle de 4 et 5 000, OK? La plus grosse gaffe, je dirais, puis n'importe quel système, c'est le même. T'sais. Vous implantez un système informatique, un système comptable, mais personne ne s'en occupe. Qu'est-ce que ça donne? Bon, vous allez avoir mis 30 000 $ dans votre système comptable, personne ne s'en occupe, personne ne le nourrit. Bon, ben c'est de l'argent jeté à l'eau. C'est la même chose avec nos outils. T'sais. Puis ça va être la deuxième partie de ma présentation. Je vais laisser Marc parler. Je voulais revenir avec ça, mais il y a des facteurs qui font que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. Puis, règle générale, nous autres, FP Innovation, on est encore à but non lucratif. Moi, si je vois que les facteurs ne sont pas là pour qu'on ait un succès, j'aime autant dire non, regarde, on va attendre un petit peu plus tard. Puis, mais quand tous les critères soient là, on va vraiment faire l'installation. Puis, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais c'est sûr, si on installe ça, il ne faut pas penser que c'est automatique. C'est pas parce qu'on mesure quelque chose. Vincent parlait de mesurer le carburant. S'il n'y a personne qui prend le temps d'analyser puis regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quoi que ça fait? Ça ne fait rien. On a mis de l'argent dans un système pour rien. Donc ça, c'est hyper important. Il faut au point de départ qu'on sache qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, qui va le faire, puis aussi comment qu'on va s'y prendre. Puis ça, c'est un bout avec lequel aussi on peut vous aider. Regardez les données, puis maintenant, en fonction de ce qu'il y a dans les données, maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi les actions qu'on peut porter pour s'améliorer? Donc, c'est ça. À l'heure actuelle, là, c'est la principale limite. C'est ça. Ça prend quelqu'un en charge. Il faut savoir comment analyser les données, puis il faut savoir quoi faire avec. Je vais demander à quelqu'un d'autre, dernier. OK. Ben moi, j'avais une petite précision à demander. C'est que l'année passée, j'avais apporté une suggestion au niveau de avoir une couche qu'on aurait pu dessiner dessus avec un crayon tactile, là, puis ajouter des informations à l'opérateur. Puis j'ai-tu bien vu que vous avez rajouté ça? Oui, ça, à l'heure actuelle, là, donc directement dans la machine, le contre-maître, n'importe qui peut rentrer puis il pourrait mettre une ligne. Par exemple, tu sais, quelqu'un qui marche sur le terrain en avant, c'est sûr, sans avoir nécessairement le relevé terrain, il y a quelqu'un qui marche sur le terrain en avant, il y a un cassé à quelque part, mais il peut prendre, juste avec le doigt, il fait tac, tac, de même sa carte, puis là, c'est écrit sur la carte. Là, ça reste là. Fait que le gars qui opère, ben lui, après ça, puis quand il arrive à proximité, ben là, il va essayer de se trouver une espace. Donc, il y a plusieurs options comme ça là, maintenant qui existent. Là, on a des zones tampons. Donc, on va avoir la position GPS. Si vous faites, par exemple, un traitement spécial avec des sentiers aux 30 mètres, ben, il y a une ligne autour de votre position qui vous dit, pour s'assurer que vos sentiers sont aux 30 mètres. On a des alarmes, il y a vraiment plein d'informations. Même dans le porteur, c'est possible, par exemple, le gars qui finit son chiffre, qui va chercher le dernier voyage, il peut mettre, il a juste à peser sur un petit bouton, ça met une flèche sur le parterre de coupe, la dernière place où est-ce qu'il est allé se charger. Il arrive en bordure de chemin, l'autre gars prend la machine, ben, il sait où aller chercher le bois. Il sait exactement où l'autre était rendu. Il y a une foule d'outils comme ça là, qui s'ajoutent au système. Donc, quand je dis que c'est un système forestier, c'est ça, on écoute ce que les opérateurs nous disent, puis au fur et à mesure, on rajoute des nouveaux outils. Il y avait quelqu'un chez Transport Hardy qui nous demandait d'avoir une flèche, parce que les autres, ils disent que quand ils percent les blocs, ils veulent être sûrs que ça soit bien droit, puis être sûr de ne pas se ramasser avec des strips en zigzag. Fait que c'est un genre d'outil qu'on a rajouté. Fait qu'on y a rajouté une flèche, puis maintenant, il s'assure qu'il va vraiment percer en ligne droite. Y a-t-il des questions de précision, des choses que vous ne comprenez pas dans ce qu'il a expliqué, ce qu'il a mentionné? Il y en a dit beaucoup, là. Y a-t-il des choses qui ne sont pas claires que vous aimeriez avoir de la précision? C'est comme n'importe quoi. Hein? Puis je vais en reparler un peu plus tard, c'est d'y aller étape par étape. Tu sais, au point de départ, juste avoir une carte en avant, on commence avec ça, on se donne le temps, donnons-leur le temps d'apprivoiser la carte. Puis quand ils la maîtrisent, ben après ça, on peut demander d'autres choses. Tu sais. Puis tu sais, je vous parlais tantôt des codes d'arrêt. Hein? C'était la même chose avec le multidate. Tu sais. C'est donc difficile d'aller chercher l'information, mais c'est ça, donnons-nous le temps. Tu sais. Il faut y aller graduellement avec ce type de système-là. Comme moi, là, dans les machines, on marche avec des bavards. C'est sûr que les cartes, ils s'en gaspillent puis ils s'en corrigent. Peut-être qu'avec ce système-là, ben, il y a moins de gaspille puis les données sont meilleures et tout ça. Là. Mais il reste que c'est pas tout le monde là, dans la gang qui vont les opérer. Là. Non, c'est ça. On va faire fonctionner. Là. C'est ça. L'approche que nous autres, on a, c'est que normalement, on cible un champion. Okay? Donc, quelqu'un, puis Marc, justement, c'est le champion chez Transport Hardy. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Donc, une fois que tu as le champion, lui est identifié, nous autres, on arrive puis on va le former pour qu'il maîtrise pas mal le système. Sa job à lui, ben, c'est d'amener tout le monde graduellement. T'sais.
Fait que, tu sais, de toujours fournir du support, puis d'être là, de répondre aux questions, puis d'aider les gens justement à maîtriser le système. Puis justement, là, notre monsieur Gagnon là, qui est chez Transport Hardy, je pense graduellement pas vite. Là, au début, lui, il fallait qu'il rentre ses voyages en bordure de route, c'est ce que je vous montrais. C'était pas toujours facile, mais là, maintenant, là, ils ont l'air d'être tout être là, ces voyages. Fait que tranquillement, pas vite, ça fait 6 mois, eux autres, qui l'ont, un peu plus que ça. Tu sais, vous voyez, là, c'est ça, on y va, c'est vraiment étape par étape. Puis nous autres, on reste toujours dans le décor là, pour vous supporter et aider les gens à bénéficier de ça. Parce qu'une chose est sûre, à l'heure actuelle, c'est pas encore un système full commercial. Il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de. C'est tout FP Innovation qui le fait. Nous autres, on veut travailler de proche, s'assurer que quand ça va être implanté, vous allez pouvoir en bénéficier de ce système-là. Donc, c'est l'Institut de recherche qui commercialise le produit actuellement. À l'heure actuelle, donc, c'est ça. c'est en processus d'amélioration continue avec les gens qui l'utilisent. Bien, merci beaucoup, Mathieu, pour ta présentation. Mais moi, je suis un peu d'accord avec le monsieur tout à l'heure. C'est beau, tu sais, toi, tu l'aimes ton produit, tu le connais bien, puis tu veux le vendre, tu veux le partager aux autres. Mais c'est comme... C'est le fun, là, mais on aimerait entendre aussi des gens qui l'utilisent vraiment. Fait que c'est pour ça qu'on a demandé à monsieur Nadon, Marc Nadon, qui travaille pour l'entrepreneur forestier, l'entrepreneur général Transport Hardy, qui est l'entrepreneur de produits résolus en Abitibi. Alors, Marc utilise déjà cet outil-là, puis il va vous dire, vous entretenir sur son utilité. Puis là, gênez-vous pas, là, vous êtes entrepreneur forestier. Fait que si vous avez des questions pointues à lui poser sur qu'est-ce qui va pas, puis qu'est-ce qu'il n'aime pas, gênez-vous pas. Bon, bonjour tout le monde, moi c'est Marc Nadon. Ça fait 2 ans que je suis contremaître pour Transport Hardy. J'ai présentement 4 équipes de multifonctionnels sous ma supervision. Pour faire un portrait, Transport Hardy, c'est une entreprise forestière qui compte 40 ans d'expérience dans le domaine et qui offre un service clé en main. Chez Transport Hardy, on coupe environ de 1 à 1,5 million de mètres cubes par année de bois long et de bois court. Puis on construit environ 500 km de chemin d'été et d'hiver. Il y a environ 6 mois, on a fait l'acquisition de 10 FPDAT. On a installé ça dans 5 de nos multifonctionnels, puis dans 4 porteurs. Puis on a gardé un de backup, là, d'un coup qu'on ait des bris ou pour le remplacer vite pour qu'on continue à savoir des données. Donc, moi, mon rôle, pour commencer, c'est d'assurer le bon fonctionnement du logiciel, puis d'emmener les opérateurs à bien l'utiliser. Je suis présent sur le terrain, c'est moi le contremaître, fait que c'est comme une partie qu'on a rajoutée à ma job. Je suis tout le temps présent, je réponds à leurs questions, comme on parlait de M. Gilles. Des fois, il y en a qui ont plus de difficultés ou c'est pas nécessairement une difficulté, mais ils ont besoin de plus de support là-dedans pour leur montrer comment que ça marche. Fait que moi, je suis là pour qu'ils adhèrent au système, répondre justement à leurs questions. Puis quand Mathieu, ici, ils ont des mises à jour du logiciel à faire, ben, ils me l'envoient par courriel. Je fais un petit fichier, je mets ça dans la machine avec une clé USB, puis ça se fait tout seul. Ensuite, les objectifs de l'implantation, le pourquoi qu'on a décidé, nous autres, d'implanter ça dans nos machines. C'est en premier temps, là, c'est pour cibler vraiment les pertes de production en utilisant des codes d'arrêt, comme Mathieu vous a parlé tantôt, que l'utilisateur il sélectionne directement à leur écran du FPDAT. Après, nous autres, après 3 minutes, il apparaît une fenêtre. On sélectionne le pourquoi que la machine a été arrêtée pendant 3 minutes, il n'y a pas eu d'activité. Fait qu'on voit vraiment, ça peut être un bris hydraulique, un bris mécanique, un bris électrique. Puis, ou une pause, il y a dîner. Fait que ça agit en tant que bavard. Fait qu'après ça, toutes ces données-là sont toutes envoyées, puis on peut tout analyser ça. On s'en sert aussi pour motiver les opérateurs, parce que dans le bas de l'écran du FPDAT, on a un pourcentage d'utilisation qui est calculé en fonction du temps travaillé puis du temps d'arrêt. Fait que chaque opérateur, dans son corps de travail, il voit comment il y a eu l'utilisation de la machine. Fait que, les opérateurs, souvent, ils se motivent entre eux autres. Quand le cross-shift arrive, ben, ils voient comment que l'autre a fait. Fait que, ils se motivent un peu et ils essayent tout le temps de se challenger pour que le temps d'arrêt soit toujours le plus bas possible et qu'ils travaillent le plus pour avoir le temps d'utilisation meilleur. On se sert de ça aussi pour faciliter le suivi des inventaires de bois en bordure de route. Chaque opérateur de transporteur, il rentre les voyages de bois qui dompent en bordure de route, puis avec le pourcentage là, que son panier est rempli, s'il est rempli à 50%, bien, il dompe 50%. Fait que, comme Mathieu expliquait tantôt, après ça s'accumule tout par les points GPS, puis on peut vraiment faire le suivi directement à partir du bureau où on n'a plus besoin de remplir ça sur des calepins, puis on a direct ça à l'ordinateur.
Puis toutes ces données-là, les temps d'arrêt, les temps travaillés, les tracés de chaque machine, puis les inventaires de bois en bordure de route, ils sont envoyés par Internet, par satellite Internet. Puis nous autres, toute l'équipe de supervision au bureau, on a accès à ça. Fait que, après ça, c'est d'emmener les entrepreneurs. Chaque entrepreneur, on donne des petites formations pour justement utiliser ça. Parce que c'est ça l'important, dans le fond, c'est que tous les entrepreneurs, ils voient leur machine, pourquoi que ça a été arrêté, puis vraiment la production de toutes les machines. Puis après ça, ben, ils peuvent travailler ses principales causes d'arrêt. Ou des fois, c'est juste un opérateur qui crochit tout le temps des blades, fait que là, tu le vois plus. Fait que vraiment, tu peux travailler pour chaque opérateur ou tu peux travailler pour l'ensemble de ta machine, pourquoi qu'elle est moins productive. Fait que c'est ça. Ça, c'est un exemple qu'on a au bureau directement. On a accès à ça sur Internet. Tu vois la machine partout, ce qui est allé dans le bloc avec le bois qui a dompé sur le bord. Ensuite, l'installation, comment que ça s'est passé. On a eu un appel conférence avec Mathieu. Il nous a tout expliqué comment il allait procéder quand il allait descendre pour qu'on soit prêt. Il nous a tout envoyé la dimension des composantes, des écrans, des ordinateurs. Il nous a tout envoyé ça pour qu'on ait le moins de perte de temps possible. Quand ils sont descendus sur le terrain, il est arrivé avec deux techniciens. Ils ont rentré dans chaque machine, ils ont installé ça. Après ça, ils ont donné une petite formation à chaque opérateur comment s'en servir. Puis après ça, le soir, on a rencontré les entrepreneurs pour donner une formation plus poussée puis apprendre à lire un peu ces données qui sortent de là, dans le fond. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est la photo à gauche dans un porteur. L'écran est en bas. Vous voyez le bloc de coupe, puis tu vois ce qui est allé là-dedans. Puis l'écran, Mathieu l'a montré tantôt là, pour quand il dompe son bois, là, les produits, on l'a vu dans sa présentation. Puis l'autre, c'est dans la bûcheuse. Lui, il l'a mis en haut là. Fait que c'est un écran quand même assez clair. Puis, c'est une belle grosse écran qui l'ont droit dans la face. Puis on a un mode de nuit aussi, parce que la nuit, pour pas que ça aveugle les opérateurs, on a un mode de nuit. Fait que quand ils dompent le voyage, il apparaît une fenêtre comme ça. Là, ils pèsent qu'est-ce qu'ils dompent au bord du chemin. Puis, la réaction, les opérateurs et les entrepreneurs, ça a été bien accepté. C'est sûr que les opérateurs, ils sont moins gosseux là-dessus, qui touchent moins à ça. Eux autres, c'est juste qu'avec eux autres, il faut que je travaille plus un peu pour les emmener à l'utiliser comme il faut pour que ça veuille dire de quoi, qu'est-ce qui rentre comme données là-dedans. Mais ça a été bien accepté par les opérateurs en général. Le temps d'apprentissage de ça, c'est quand même... il faut vraiment être présent sur le terrain puis vraiment suivre. Tu ne mets pas ça dans ta machine comme ça, puis après ça, te dire, gars, ça va marcher tout seul, puis je vais avoir des données, puis ça va me servir. Il faut vraiment que tu aies un suivi. Moi, je suis là tous les jours sur le terrain avec les gars, je vois dans les machines, j'en parle, puis s'ils ont des questions, justement, je réponds toutes, mais ça prend vraiment... tu peux pas juste mettre ça dedans puis pas t'en occuper puis attendre que Mathieu il descende. Il faut vraiment que tu sois présent. Si vous avez bien compris tantôt, la batteuse et le transporteur, ils se parlent ensemble un peu. Eux autres, non, ils sont pas. C'est pas encore. Je sais que Mathieu, il pourrait peut-être vous en parler plus sur cette question-là. Eux autres, ils ont peut-être une option que nous autres, on n'a pas. Quand le Wi-Fi va être installé, ça va être possible. À l'heure actuelle, c'est déjà possible, en fait. Il y a la partie, eux autres, qui travaillent du satellite, comme c'est le cas de Transport Hardy. Eux autres, on ne peut pas faire ça à l'heure actuelle. Ça va prendre le système Wi-Fi. Il y a plusieurs compagnies, ceux qui utilisent le cellulaire. Eux autres peuvent le faire. Entre autres, Kruger à Terre-Neuve, tous ces entrepreneurs. Eux autres, la multi voit tous les tracés, les porteurs voient tous les tracés de la multi, sur leur ordinateur. Et puis, eux autres peuvent s'échanger des données comme ça. C'est la même chose aussi dans les maritimes. La plupart des compagnies font ça. Mais ici, au Québec, puis même dans l'Ouest canadien, là, qu'on est plus dans le nord, il y a moins de cellulaires. On y va sur satellite, puis là, c'est ça. À l'heure actuelle, on ne peut pas encore échanger de données avec le satellite. Mais c'est quelque chose qui s'en vient. Un téléphone satellite, ça peut fonctionner? Ça va coûter cher la minute. Oui, par un Global Star, mais la connexion ne sera jamais assez fiable, tu sais, tout le temps. Tu m'as rendu pas plus cher qu'un cellulaire. Ça marche. Il y en a qui marquent les satellites. Ça. J'en ai 3, mais je peux dire qu'il y a des marques qui marquent. Le Bastar, les gars qui n'ont pas, qui n'ont qui ne marquent pas, là, attendez dans 2 mois, vous allez voir. Ça va opérer, voilà.
Marc, avez-vous corrigé là, des équipes qui étaient moins performantes ou avez-vous vu une amélioration du départ depuis 6 mois? Oui, nous autres. Ils ont parti de 85% d'utilisation à 90%. On n'a pas parlé. Non, mais oui, j'ai une équipe, moi, en particulier, quoi, que j'ai vu une amélioration dedans. Puis, présentement aussi, là, je sais qu'il vient de changer sa bûcheuse. Fait que la prochaine saison, mais qu'on la commence, il y avait une vieille bûcheuse, puis il y avait gros débris après. Fait que j'ai hâte de voir, mais qu'il recommence avec sa nouvelle. On va voir, c'est sûr, la production va avoir monté. Fait qu'avec avec l'outil, on va juste pouvoir le confirmer. Puis, mais oui, c'est sûr que les opérateurs, ils se challengent. Il y en a vraiment qui sont compétitifs, ceux qui ont ça. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ils poussent un petit peu plus, prennent moins de temps pour manger. Puis, c'est sûr, sans non plus virer fou avec ça, là, mais il y en a qui se challenge pas mal. Là. J'en ai eu connaissance. Les achats de tes, pas multidates, mais tes FPDAT. Oui, les FPDAT, oui. Ils sont faits par votre compagnie ou par les entrepreneurs? Non, par nous autres. Il n'y a aucune scène qui est déboursée. déboursée. Oui, eux autres, ils ne déboursent pas une scène. C'est un outil qu'on lui met dedans, c'est pour nous autres. Puis c'est pour travailler avec eux autres. On peut les rencontrer une fois par 6 mois pour vérifier les données qu'on a depuis 6 mois avec eux autres, pour vraiment voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis c'est vraiment un outil, nous autres, qu'on a mis dans le machine pour travailler avec eux autres. À cette valeur que mon entrepreneur ne soit pas ici. Ouais. C'est sûr qu'on a eu un problème quand on a installé ça dans nos machines les FPDAT. On a eu un problème d'interférence. Quand les FPDAT étaient allumés, on avait un problème d'interférence avec les ondes FM, les ondes de radio-communication puis les ondes radio de musique. Il y avait un grichage d'un radio. Fait que FP Innovation, eux autres sont partis avec nos radios de communication puis nos fréquences. Puis ils ont travaillé pour trouver c'était quoi qui faisait de l'interférence. Puis c'était l'écran, le premier type d'écran qu'ils nous ont donné, il faisait de l'interférence avec les radios. Fait que, ils ont travaillé là-dessus, ils nous ont renvoyé un nouveau type d'écran que là, on n'a plus de problème pantoute, puis il n'y a plus d'interférence. Les radios, ça rentre plein, puis les radios de communication aussi, parce que c'est simplex, là, souvent, là, ça grichait, puis tu poignais beaucoup moins loin, puis... mais ils ont trouvé le problème avec les écrans, puis ils nous ont changé ça, puis à cette heure, on n'a plus de problème pantoute. Puis, dans les prochaines étapes, on continue de travailler avec eux autres pour développer le produit, pour voir qu'est-ce qu'on peut emmener, là, comme FP Fuel, des affaires qui seraient intéressantes à rajouter là-dedans. Nous autres, on remplit des feuilles de déversement aussi pour les certifications, puis... t'as bien emmené ça dans l'écran aussi, une partie pour remplir ça, puis ça s'en va direct au bureau. Ça fait moins de paperasse à traîner partout dans le bois. Fait qu'on travaille avec FP Innovation pour trouver des solutions, des idées, puis pour améliorer le produit. Puis nous autres, pour la compagnie, on pense bien peut-être utiliser ça, là, peut-être sur le transport de bois plus tard, justement, pour voir le volume qui sort direct de la pelle. Puis sa construction de chemin aussi, peut-être, là. Comme dans Tout le monde en parle, il y en a tout le temps un qui a la question qui tue. Il y en a-tu un qui... Oui? La plupart des nouvelles machineries, là, les nouvelles têtes Wareta, Poncy, Valmet, ce que tu dis là, ils l'ont quasiment toutes de dans les ordinateurs. C'est juste parce que les compagnies ne peuvent pas rentrer dedans. Oui, mais t'as-tu... Non, mais t'as-tu des codes d'arrêt puis tout ça en plus? Tu peux toutes les rentrer. Comme Poncy, tu peux tout rentrer les codes d'arrêt. Teint d'arrêt, tu peux rentrer ton code, tu peux tout faire, là. Ça vient de le travailler, là. OK, ben nous autres, on n'a pas personne qui a ça, c'est avec le tête des ordinateurs comme ça. Oui, mais nous autres, nos entrepreneurs, on a installé ça là-dedans, puis il n'y a pas personne dans nos 5 multis qu'on a installé ça qui avait des ordinateurs comme tu parles, là, je sais c'est quoi, là, mais nous autres, on n'en avait pas. Okay. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand les gars brisent. C'est-tu eux autres qui marquent le code ou ben non, c'est un code qui vient tout seul? Non, c'est eux autres qui rentrent le code. Après 3 minutes d'inactivité de la machine, quand elle ne bouge pas, il y a une fenêtre qui apparaît à l'écran. Puis il y a 10 options, il y a 10 codes d'arrêt, soit un bris mécanique, hydraulique, ou s'il a pris un repas, une pause, il a arrêté. Il fait juste peser dessus, that's it, ça s'enregistre dans le système. Puis aux 15 minutes, les données s'envoient. Fait que il n'y a même pas rien à faire. La machine, elle y apparaît tout de suite, il pèse, puis il continue à bûcher. Et ils peuvent marquer ce qu'ils veulent pareil. Oui.
Mais c'est sûr que ça dépend. Les opérateurs, ils peuvent bien marquer repas, pause à chaque fois qu'ils brisent, mais tu sais, mais ouais. Non, parce qu'un multidate, là, moi, ce que tu nous disais tout à l'heure, Ouais. que non, l'opérateur, il n'est pas obligé d'aller mettre ce qui s'est passé. Ouais, ça se fait tout seul. là. C'est ça que j'ai compris tout à l'heure. Ah non, mais l'opérateur, il pèse sur pourquoi il a arrêté. C'est juste une fenêtre en avant de lui, puis il pèse. Puis ça se fait pas, il sait pas, là, la FPDAT, si c'est un boyau que tu as brisé ou bien c'est un problème électrique que tu as. Là. Ah, ben moi, mes multidates, là, j'en ai des multidates, Ouais. c'est ça qui se passe. Le gars, il me marque 6 sortes de calices de niaiseries là-dessus, là. Là, t'as l'air d'avoir un beau citron dans les mains, tu cherches le problème, aussi, là. Et là, le calice, c'est qui va me le dire? C'est lui qui peut me le dire. C'est rien que des menteries, oui. Ben non, mais tu sais, il faut que les opérateurs ils rentrent le code comme il faut. Tu sais, on travaille avec les opérateurs, c'est pour ça que je suis là, moi, sur le terrain. Tu sais. Moi, je vais le voir après à l'ordinateur. Tu sais, s'il rentre tout le temps des niaiseries, à un moment donné, je vais aller le voir, l'opérateur, je le sais c'est qui. Puis, tu sais, à un moment donné, on travaille avec. Puis, hey, tu sais, c'est pas plus long péter sur repas ou boyau hydraulique. Là, tu sais, à un moment donné, t'as ça de distance entre les deux. Là, fait que, tu sais, je le vois, l'opérateur, là, s'il sait pas c'est quoi, là. Capable de travailler avec, là. Oui, mon opérateur, il me marque 1 heure pour manger. Oui. Je fais au banc avec une sandwich, j'en prends 5 minutes. Oui. Mais il me marque 1 heure, lui. Oui. Il dit, je prends 1 heure pour manger. Fait que comment tu dirais, regarde, ta production, tu Ben, tu vas lui donner une petite tape dans le dos, tu vas dire merci pour les 45 autres minutes. À Muscadet, ce qu'on parle, on parle de fuel, on parle de sauver, mais pour moi, c'est les opérateurs qui manquent. Même si tu as des instruments, si tu n'as pas des opérateurs, c'est ça qui va s'en venir le problème. C'est sûr que c'est pas toi qui va me le répondre. Non, mais c'est moi, ça. c'est ça que je pense. Ouais. Je veux juste vous rappeler que cet outil-là a été développé pour vous autres par un institut de recherche privé qui est subventionné par l'industrie forestière. Donc, nous autres, on n'est pas des vendeurs de machines, on est un institut de recherche. Fait qu'on a fait ça pour vous autres. Fait qu'il faut savoir si c'est utile ou pas. Comme tu viens de dire, c'est pour nous aider, mais les compagnies forestières, ils ne nous backent pas. Parce qu'ils ne prendront pas le papier, comme il vient de dire. Tu as fait 17 voyages dans ta fourche, puis on les enregistre sur ta machine-là. Ben, si tu dis, ben, j'en ai fait 17, puis la compagnie dit, j'en ai fait 15, ils vont écouter ce qu'eux autres ont dit. Là. Et il ne te servira jamais. C'est comme le papier des multis. Vous l'avez tout de ce papier-là qui sort dans la machine. Puis ils prennent pas les compagnies, hein. Ils vous écoutent pas non plus. Ouais, mais nous autres, oui, on travaille avec ça, là. Si je vais m'astiner avec toi, comme de quoi que j'ai pas eu mon bois, tu vas-tu prendre ton cossin que, hey, c'est ça. Ouais, mais. Je pense pas, moi, que la compagnie va dire, oh, on va l'écouter, ton cossin. Là. Non, mais tu sais, c'est. Ben, c'est eux autres. autres. Même avec les papiers de la multi qui sortent. Ils prennent rien en considération de ça. Puis Ouais, là, il faut mais- investir 5000 $. Ouais, mais nous autres, on prend vraiment ces données-là. Là. C'est vraiment. Les gars, ils ont une paye, ils sont payés avec ces mètres cubes-là. Ouais, un autre inconvénient que je vois de ça, quand que le gars débarque pour une réparation quelconque, là, tu dis qu'il y a 3 minutes pour pitonner, mais dans 3 minutes, ça veut pas dire qu'il va avoir localisé le double. Là. Non, mais tu sais, je faut qu'il débarque, puis rembarque, puis débarque, puis rembarque pour les pitonner l'ordinateur. Ah non, tu peux débarquer 1 heure ou 2, mais la fenêtre elle reste là puis elle attend. Même quand tu rembarques, ben, tu marques pourquoi tu avais Là, débarqué. toi, t'es arrivé en pick-up, puis voilà, ouais, c'est quoi qui se passe? non, je vois pas ça vite de même. Moi, je reviens sur ce qui s'est jasé un matin sur le mesurage pour répondre à ta question. Je pense que si tu dis verbalement à la compagnie, il me manque des voyages, il me manque ci, il me manque ça, ils peuvent te croire, ils peuvent pas te croire. Mais ça pourrait être un outil. Tu peux, toi, te développer un outil pour prouver puis d'avoir des preuves. Parce que je pense qu'il l'a dit un matin, le monsieur, vérifiez vos choses. Vérifiez vos choses, comptez vos choses. Des fois, on le dit, des fois, on chiale, mais on n'a pas compté ou on n'a pas vérifié. Du moment que tu es capable de vérifier puis de prouver, ben à ce moment-là, c'est une autre discussion. Fait que ça, je pense que ça serait un outil pour toi te sortir des données pour savoir toi-même où tu t'en vas. À partir de ce moment-là, si tu t'essayes avec la compagnie, tu dis, garde, moi, là, j'ai ça, ça, ça. Pour un petit peu revenir à ce que tout le monde vient de parler en général, là, le thème du congrès, c'est la fibre humaine au cœur de la forêt québécoise. Ça va toujours rester que c'est un être humain qui conduit la machine. C'est un être humain le contremaître, puis c'est un être humain le surintendant du chantier qui va décider s'il va prendre en considération ces données-là ou pas.
Donc, il y a toujours la bonne foi des êtres humains dans toute cette chaîne-là qui va entrer en ligne de compte. Si on travaille en équipe, tout le monde, pour que ça fonctionne, éventuellement, ces données-là vont avoir de plus en plus de poids. Si on se ferme les yeux, ben ça ne marchera pas. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Fait que c'est vraiment d'amener les opérateurs, puis tout le monde qui utilise ça, à entrer les données avec le plus d'exactitude possible, pour que ça dise de quoi, que ça vale de quoi. Là. En tout cas, une chose est sûre, en tout cas qui est pas mal sûre, si vous allez voir votre donneur d'ouvrage puis vous dites moi je m'installe à FPDAT puis je suis mes opérations, principe, il devrait être content parce que lui, il a payé pour que la recherche se fasse. Maintenant, vous avez à débourser un montant pour montrer votre volonté à vouloir utiliser l'outil, mais dites-vous qu'il y a eu beaucoup d'argent pour développer le produit avant, que ça, vous ne payez pas nécessairement. Vous allez payer pour tout le service aussi après-vente, pour l'implantation, l'amélioration continue du produit. Marc, merci beaucoup. Et merci d'être venu d'aussi loin que Santerre. Ouais. Si vous avez des questions à poser à Marc, gênez-vous pas, il reste à souper avec nous autres ce soir, il va être là en soirée aussi. Vous pouvez aller lui poser des questions qui tuent dans le corridor. Mathieu? Je voulais juste rajouter 2 petites affaires, puis c'est vraiment en lien avec ce que je disais tantôt. Là. Le plus important là-dedans, là, c'est de bien s'organiser pour en tirer profit. On parle, est-ce que les gars vont rentrer les bons codes? Okay? Je disais tantôt, y aller étape par étape, comme chez Résolu, avec Transport Hardy, les entrepreneurs, ils ne rentrent aucun code aujourd'hui. Les autres, ils se sont fait un plan de match, ils disent, allons-y étape par étape. Okay? C'est sûr que si vous mettez ça, vous dites, OK, maintenant, tu rentres des codes. Moi, je vous le dis, c'est bonne chance que ça soit un gros échec. Si on y va étape par étape, on y va de manière ordonnée, puis qu'on met des incitatifs, comme Marc, lui, il fait des suivis régulièrement, puis il regarde tranquillement pas vite, les choses s'améliorent, les gars rentrent le bon code. Puis, on le voit ailleurs avec les gens, ça fait longtemps qu'ils utilisent le système maintenant, et le monde qui regarde les chiffres, ils croient parce qu'ils savent que les gars ils ont mis les bonnes choses. Mais il ne faut pas voir ça sur un horizon de 2 semaines. Okay? Si on fait cette erreur-là, je vous garantis, ça ne marchera pas. Donc, il faut se donner le temps d'apprendre avec le système, de se donner des moyens d'en tirer profit. Puis c'est ça. Il faut regarder ça sur un horizon assez long terme. L'autre chose, c'est par rapport à la question, justement, des taux. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Je le disais, on le voit entre autres dans les maritimes maintenant. Là, puis on posait aussi la question tantôt. Les taux sont aussi ajustés en fonction de ça. Okay? Ça ne s'est pas fait en 24 heures. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de discussions. On parlait des humains en arrière de ça. Il y a eu beaucoup de discussions, mais maintenant, ils ont trouvé une façon que quand le gars il rentre dans un bloc où c'est des mauvaises conditions, il n'y a pas de bois, le gars, maintenant, au lieu d'avoir un taux qui est fixe, si le gars il a sorti quand même un bon taux d'utilisation, il a bien performé, il y a un autre taux qui lui permet de compenser pour le fait qu'il travaillait dans la piscine. Puis ça, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Puis c'est des choses que si on n'a pas de système, si on commence à rien, ben ça se mettra jamais en place. Donc c'est ça, c'est de partir la roue puis de se donner du temps pour adopter, travailler, parler avec les gens puis travailler autour de ça. OK, alors il est 3h30, on va arrêter l'atelier ici. On avait dit 2 heures, on a respecté notre temps. Alors on vous remercie beaucoup de votre participation puis bon congrès.